Michelin, motion for life. Salut à tous, salut à toutes, bienvenue sur le stream, je suis ravi de vous présenter cette nouvelle émission de Racing Stream, ravi puisque je suis entouré de mon équipe, mon crew, méga sûr, Jean-Louis Moncé avec nous encore cette semaine pour parler Formule 1 notamment, ce Grand Prix du Mexique. Du Brésil. À ma gauche, Rémi Tissier, Monsieur Bonjour. Moto, bonjour Rémi, comment ça va? Nickel. Quelqu'un qui n'a pas changé de sweatshirt depuis 15 jours, est-ce que tu l'as lavé au moins ton sweatshirt C'est le moment où je réponds oui là. Et orange, Donald Regnault, comment ça va Donald? Ah mais moi je suis refait là, c'est un plateau de rêve, mais c'est mon petit plaisir du mercredi matin. Mais oui, Je tu vas nous parler de l'actualité Ford. Oui, et je Dans ne la- laisserai pas la place à Anthony Drevet parce que je reste là toute l'émission. Dans la Ford Zone, Anthony Drevet qui sera là tout à l'heure pour parler NASCAR et Wake, pour parler endurance. Et je n'ai pas un, mais deux invités aujourd'hui. Je suis vraiment ravi de les avoir sur le plateau dans la famille Pernaut. Je demande le père et un des enfants. Il est là, il est Jean-Pierre là. Pernaut Il est est là. avec nous aujourd'hui. Ça va Jean-Pierre? Salut, oui, ça va, très bien. Alors on se disait en off tout à l'heure, c'est très étonnant d'avoir un Jean-Pierre Pernaut libre, disponible en fin de matinée. Bah ouais, à 11h du matin. À 11h du matin. D'habitude, là, pendant 30 ans, j'étais dans mon bureau à préparer le journal de 13h et depuis un an, je suis libre comme l'air. Et à côté de Jean-Pierre, donc son fils, mais qui n'est pas que son fils, c'est Olivier Pernaut, qui est alors je le dis, hein, on est sur Twitch, Oui. on peut le dire, c'est un ami, et qui est également directeur d'écurie, pilote, champion de France GT 2016, 2015 ou 2016 2015. On peut Le dernier champion de France, j'étais 3. Dernier champion de France GT3. Eh oui. C'est avec la Porsche, c'est ça? Ouais, avec la Porsche, ouais. C'était incroyable. Voilà, vous l'avez compris, c'est un plateau formidable. Alors, on a le chat également, vous pouvez participer. J'ai vu un message dans le chat très marrant. C'est le truc avec sa mère maintenant, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est le truc avec sa mère, c'est l'émission Racing Stream, donc présentée par Monsieur Arnaud de sa mère. Enfile le son de Arnaud. Enfin, le son de Arnaud. Ah, on avait peut-être un petit problème de son. Bon, bref, tout ça n'est pas très grave. Nous allons commencer avec la moto tout de suite, messieurs, dames. Parce qu'il y a peut-être des femmes qui nous regardent. Le plateau est très masculin, mais il y a sans doute des femmes qui nous regardent. Rémi, nous allons parler moto. On va parler du MotoGP, du Grand Prix qu'il y a eu, mais on va commencer par le motocross parce qu'on a encore un cocorico. Là, c'est une saison incroyable pour la moto française. Il y a eu le titre de Fabio Quartararo. Bah, il y a du bon travail de formation, d'effort. Alors, il y a une tradition de motocross. Hein. Ça avait commencé avec Jackie Villemont, qui roulait en rose à l'époque, en 86. Ensuite, il y a eu Jean-Michel Bell, quand même, en 89. Alors ça, j'ai suivi. Il y a eu beaucoup de titres. Il y a eu Pichon, il y en a eu plein. Mais là, donc, l'année dernière, c'était le petit Vial, le fils de Fred Vial, Tom Vial, qui est champion du monde en MX2, et cette fois-ci, donc, encore un Français, Maxime Renault. Un petit bémol, vous avez vu tous, vous avez entendu parler de Fabio Quartararo, champion du monde. Non. Il y a eu 5 ou 6 pages, toi t'es passionné, 5 ou 6 pages dans l'équipe. Là, alors c'est la petite catégorie, c'est comme si c'était la Moto 2, Ouais. mais il n'y a quasiment rien eu hein, dans l'équipe, par exemple, sur Maxime Renault. Je trouve que c'est dommage parce que le motocross, il faut savoir qu'en France, plus de la moitié des licenciés de la Fédération française de moto, on pourrait croire que Jean-Pierre que c'est la vitesse. Non, c'est le tout-terrain et notamment le motocross. Hein. Et Ça existe toujours, l'enduro du Touquet. Bien sûr. Parce que moi, j'ai découvert la moto de sable en regardant l'enduro du Touquet il y a très très longtemps. Et c'était un spectacle absolument fabuleux. Non mais c'est fabuleux. Très bonne remarque. L'enduro du Touquet est en France la journée où il y a le plus de spectateurs pour un spectacle. C'est des spectateurs gratuits plus que sur une journée, une seule du Tour de France. C'est énorme l'enduro du Touquet. Il faut savoir dans le Nord ce que ça génère comme activité et retombées financières. Mais donc le titre de Maxime Renault en MX2, on n'a pas eu une ligne dans les journaux, on est d'accord. Il y en a eu un petit peu quand même, il y en a eu dans la presse spécialisée, mais par contre, il pourrait y avoir beaucoup plus aujourd'hui. Mais oui, parce que Romain Fèvre, en MXGP, peut potentiellement obtenir le titre également.
qu'il a déjà eu en 2015. Alors la dernière fois, il a réussi enfin, ça n'était pas arrivé depuis 6 ans, à prendre la plaque rouge, parce que quand on est leader en motocross, on a la plaque rouge pour le Grand Prix d'après. Et là, aujourd'hui, c'est la grande finale, à 3, sans doute probablement à 2, Jeffrey Herlings, le néerlandais, tiens, encore un néerlandais comme Verstappen, et on saura tout à l'heure si on a encore un titre de plus. Est-ce que ça veut dire que la France renoue avec le motocross Non, mais si on regarde, il y a eu Jordi Tixier il y a quelques années, je crois que c'est en 2014, on en a très régulièrement. Pichon, il était champion du monde. Je suis pas sûr pour Vima, le Cobra, il était plus aux États-Unis, mais il y en a eu énormément. On va pas oublier non plus Yves de Maria. Oui, de Maria, je me souviens très bien. Qui était surnommé Tefli. Oui. Parce qu'en fait, dans ma région, à Toulon-sur-Arroux, en Saône-et-Loire, on parle pas beaucoup l'anglais. Je suis bien placé pour le savoir. Le speaker dit Tefli en tête, alors qu'en fait c'était The Fly, quoi. Ah. Voilà. Et donc du coup ça a été son surnom. Ils sont normaux dans la région. Oui, non, mais tout va bien dans la région. Il a dominé le championnat de A à Z, le Français champion du monde. Maxime Renaud. Maxime, pardon, oui. Il a eu aussi. Il faut un coup de pouce en sport mécanique. Hein. On le voit avec les blessures ou les chutes. Et le champion du monde de l'an passé. Tom Vial s'est blessé, il y a eu 3 grands prix de perdus, donc ça a bien aidé aussi. Mais ça fait quand même 2 années d'affilée qu'on a le titre. On est vraiment très fort. Si jamais on a le titre aujourd'hui, c'est quand même énormissime. On aurait été champion du monde dans les 2 catégories de motocross et la MotoGP où c'est jamais arrivé, c'est énorme. C'est la plus belle année, ça peut être la plus belle année de la moto française. Olivier Pernaut. Je sais que tu es très souvent sur des circuits le week-end, que tu ne peux pas suivre l'actualité, mais est-ce que le 2 roues t'intéresse ? Est-ce que tu es au moins curieux du 2 roues ? Quand je regarde, je suis hyper impressionné par le nombre de dépassements, le suspense jusqu'au bout de la course, absolument incroyable. Donc c'est que du bonheur quand on regarde, mais j'y connais pas grand-chose, je connais pas trop les pilotes, mais franchement le spectacle il est incroyable. J'aimerais bien voir aussi y aller un jour sur un Grand Prix moto, ça doit être fou. Non mais tu mets le doigt sur quelque chose qui est important en MotoGP et que tout le monde reconnaît, c'est le côté très spectaculaire et très télégénique, et souvent bien plus télégénique. Cette année on l'a découvert quand même vraiment avec un Français en tête. Mais les deux du championnat. Les Zarco aussi. Et en regardant ça, on se dit putain ils ont 240 chevaux là entre les fesses, c'est étonnant. Quoi, voilà. On nous dit dans le chat, Jean-Pierre le crack, ça fait du bien de le revoir. Ah, c'est sympa. À peine, comme si, tu vois, à peine parti et tu manques déjà, Jean-Pierre. Oh. C'est formidable. Mais je continue sur LCI quand même. Le vendredi, je fais une émission sur le fric à 11h. Allez hop, un petit coup de promo pour Jean-Pierre Pernaut sur LCI. on va parler MotoGP et on a eu un titre de champion du monde qui a été décerné avec Pedro Acosta en Moto 3 au terme d'une course avec une remontée incroyable et puis un petit coup de pouce du destin. Un petit coup de pouce du destin parce que Binder, le Sud-Africain, a shooté Denis Foggia. Il l'a flanqué par terre. D'ailleurs, c'était assez choquant parce qu'il a eu le courage. Ils sont allés à 2 avec quelqu'un de son équipe d'aller s'excuser dans le box. Il s'est fait pourrir, jeter, insulter quand il allait chez Léopard. Il a fait tomber Denis Foggia, qui du coup ne peut plus être titré. C'est Pedro Acosta qui est champion du monde. Alors qui c'est Pedro Acosta ? C'est un petit Espagnol, comme Marquez, tiens. Et il a une particularité. Il faut remonter à 1990 et le grand Loris Capirossi, l'italien, pour avoir un pilote qui arrive en Grand Prix et qui est champion du monde dès sa première année. C'est-à-dire que c'est un crack, parce que même le grand Marquez, quand il arrivait, il n'est pas arrivé. La première année de champion du monde. Fabio Quartararo non plus, pour vous dire le niveau de ce garçon. Au moment où on va en parler tout à l'heure, on ne sait pas trop ce qui arrive à Marquez. Est-ce que c'est pas le nouveau ? La force des Espagnols, depuis que la Dorna gère tout ça, c'est qu'ils en sortent. Voilà, nous, on a, tu l'as dit tout à l'heure, on a 2 Français. Mais 2, c'est tout pour l'instant. Ouais. Mais ça a toujours été ça, l'Espagne et l'Italie. Ils sont toujours là. Ils en ont tout le temps. Comment on explique le vivier de pilotes espagnols ? Parce qu'aussi, voilà, c'est culturel. Ça n'a pas toujours été. Le premier, c'est Alex Crivier, il n'y a pas si longtemps que ça. Et avant, c'était pas le cas. C'était les Américains, c'était les Anglais, beaucoup d'Anglo-Saxons, c'était les Australiens, c'était les Français aussi à l'époque de Christian Saron. Et ça a été nouveau, mais parce que, voilà, il y a les sponsors qui sont là, la télé est là, et puis Juan Carlos allait voir le Grand Prix, allait saluer Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo.
Je réagis sur le chat. Oreille Purulente qui nous dit Arnaud ne m'a pas cité. C'est parce que ton pseudo est Oreille Purulente que je ne t'ai pas cité. C'est la raison pour laquelle. Hein. Je ne t'ai pas. Alors, Pedro Acosta, nous dit-on également, Fatal Rock, qui nous dit qu'il maîtrise des 600 chevaux comme personne à l'âge de 14 ans. Oui, mais Le mec est surdoué. 600 cm3. 600 chevaux, ça fait beaucoup sur le B4. 600 chevaux sur une moto, on est d'accord. 600 Ça commence avec une roquette. Il est surdoué. Fabio Quartararo était surdoué aussi. En Espagne, à cet âge-là, il a tout gagné aussi. Mais les Français, si on regarde traditionnellement, parce qu'il y a moins de sponsors, il y a moins d'argent peut-être aussi en moto, ils ont tous mis 6 ans, Olivier Jacques, avec des galères. Arnaud Vincent en larmes l'année d'avant à Jerez avant d'être champion du monde. Ils ont tous mis 5 ou 6 ans. Ça n'arrive pas comme ça pour un Français. Parce qu'il y a moins de moyens. En Espagne, la moto, c'est une religion. C'est juste après le foot. C'est le deuxième sport. Il faut voir, à Valencia, quand on est allé au Grand Prix, parce que ça va être le dernier la semaine, ce week-end même, on arrivait, il y a des 4x3 partout dans la ville. Mais même ça se voit, Valence, c'est une arène. Où que tu sois dedans, tu vois, donc tu sens que c'est fait pour les spectateurs. Alors tu parlais de Fabio Quartararo. Est-ce que c'est un hasard? Il est sacré champion du monde et le Grand Prix suivant, il chute, il ne marque pas de points pour la première fois de la saison. Est-ce que on n'aurait pas à faire là un petit relâchement psychologique? Alors, son manager Eric Mahé a très bien communiqué, a dit que non. Je pense aussi que c'est un champion qui voulait gagner. Après, vous savez, c'est un gamin encore. Il va nous être champion du monde. Il est arrivé à fond sur le circuit. Vous imaginez la fête, comment ils ont fêté ça. Du côté de Nice, partout, il est champion du monde. Et il y a forcément une petite décontraction, une petite décompression. Vous êtes champion du monde, c'est plus la même pression. Et puis, il est mal parti. C'était, voilà, ça s'est mal goupillé. Il valait mieux qu'il tombe ce Grand Prix-là que le Grand Prix d'avant. Oui, d'accord. J'y connais rien en moto, mais c'est tellement agréable d'écouter des passionnés, nous dit Dozon sur le chat. Dozon. Il y a 15 jours, on a eu donc le sacre des pilotes. On n'oublie pas qu'il y a un championnat constructeur également. Très, très important. Et du coup, grâce à Bagnaia qui a gagné la course, mais également Jack Miller, qu'on ne va pas oublier, et puis les autres, Zarco parfois marquait des points. C'est Ducati qui est champion du monde constructeur. Ils n'auront pas tout perdu. C'est la marque de Bologne, c'est une marque italienne, une marque européenne face aux Japonais quand même. C'est pas rien et c'est très très important le titre constructeur. Ils ont pris ça, puis l'année prochaine, attention, parce que Bagnaia vient de remporter le Grand Prix, c'est quand même son 3e. On voit que sur la deuxième partie de saison, il est quand même très très fort. Alors, sans cette chute d'ailleurs à Misano, il pousserait Quartararo jusqu'au bout. Il fallait pas que le championnat dure 4-5 courses de plus. Est-ce que il y a aussi le fait que Quartararo a peut-être aussi géré et n'a peut-être pas pris tous les risques, autant de risques que Bagnaia? Il a pris autant de risques. On ne peut pas gérer en MotoGP, mais il ne faut pas non plus oublier que la Ducati est une super moto. On le voit avec ce que fait Zarco. Jorge Martin, son coéquipier, a gagné un Grand Prix aussi. Les 4 pilotes Ducati, 3 des 4 ont gagné un Grand Prix. Zarco est le seul. Il était très proche. Il a fait plusieurs fois deuxième. Il était très proche. Il fait une belle fin de saison d'ailleurs, Zarco, avec un joli Grand Prix. Elle s'est passée comment sa course? Ça a été super. Il a doublé Fabio Quartararo. À la différence de l'autre Français, il n'est pas tombé. Il termine 5e. Il termine premier pilote indépendant. Donc les Français, aura quand même tout raflé. C'est-à-dire que Fabio Quartararo est champion du monde et le seul deuxième autre Français est meilleur pilote indépendant d'une équipe indépendante. Et avec la blessure de Marquez, on va y revenir, il est revenu à 2 points de Jack Miller, ce qui veut dire que sur la dernière course à Valence, il peut même encore terminer 4e du championnat. Donc il n'y a que 2 Français qui pourraient terminer 1er et 4e, Jean-Louis. Oui, la marque de fabrique de Ducati, c'est la puissance. Oui, là, ces dernières années, oui, on le voit bien. Nettement au-dessus des autres. Ils ont toujours été, à l'époque, quand Capirossi est revenu, qu'il a gagné son premier Grand Prix, je me souvenais, au Mugello ou à Barcelone, il y a des longues lignes droites, là, il battait tous les records. Jean-Pierre, tu as déjà roulé à moto? Jamais. Jamais. Voilà une idée. Est-ce qu'on peut s'intéresser à la moto sans faire de Oui, parce qu'on est admiratif. Moi, quand je vois des images des Grands Prix, de ces Grands Prix, en imaginant ces 240 chevaux qui rugissent, en voyant les types qui sont dans des positions totalement invraisemblables, des bagarres formidables, ça double, ça redouble, je trouve ça fabuleux. Et j'ai découvert ça vraiment cette année. Mais de toute façon, Jean-Pierre, ton fils fait de la voiture, c'est déjà quelque chose, c'est déjà énorme et probablement intouchable pour le commun des mortels. Mais aller rouler à 360 km/h au Mugello pour devoir freiner, parce qu'en ligne droite, sur l'autoroute, à la limite, c'est faisable, Arnaud. Le fameux pilote de ligne droite. Au bout de la ligne droite, au Mugello, il faut tourner à droite. Ils sont un peu fous, voire même complètement fous. C'est pas un être humain normal. Je rappelle les 2 chiffres. 362 km/h en pointe,
62 degrés d'inclinaison. Oui, oui. C'est de la folie, ça. 62 degrés Ça d'inclinaison. défie c'est les chiffres qui lois de la arrivent physique. Il nous reste sur l'écran. Il nous reste 1 minute seulement pour conclure ce chapitre moto. Je voudrais vraiment qu'on parle de Marc Marquez, oui. parce qu'il y a quelque chose qui est assez mystérieux et inquiétant. Inquiétant. Lundi, j'ai renvoyé un petit message à Anto qui gère l'émission pour nous en disant rajoute un petit quelque chose sur Marquez. Et malheureusement, j'avais pressenti quelque chose. Juste. La rendu le Pulier, déjà trouvé très bizarre que Marquez roule pas à Portimao. Alors, il se demandait, c'est parce qu'on voit un moment sur la course d'avant à Misano, il est presque désarçonné par sa moto, il retombe dessus, c'était pas l'épaule. Il a dit qu'il ne roulait pas à Portimao pour une commotion cérébrale, pour une chute à l'entraînement. Tu n'y as pas cru. Quand on tombe et qu'on est sonné, les pilotes, le lendemain, ils roulent le Grand Prix. Il n'avait pas perdu connaissance. Et là, malheureusement, on se souvenait qu'en 2011, il s'était fait mal en Malaisie. Il avait perdu le titre, d'ailleurs. Encore un titre qu'il a perdu, parce qu'il aurait pu en avoir autant que Valentino Rossi 9. Arrête. Il avait perdu la vision. Tu as un Pro 46 à côté de toi, respecte-moi. Mais je te respecte. C'est Stefan Bradl, un Allemand qui n'a plus jamais rien gagné après, qui lui a soufflé le titre. Et il a été dans le noir, il avait un problème de vision. Ça s'appelle une diplopie, c'est-à-dire voir double. Mais c'est horrible, c'est-à-dire que le pilote ne voit plus rien. Il a passé toute son intersaison à penser qu'il ne roulerait peut-être plus jamais. Et a priori, malheureusement, ça lui fait encore rater ce Grand Prix-là, ça pourrait être ça. Ce qui fait que depuis qu'il s'est cassé l'humérus à Jerez, quand il voulait remonter absolument sur Quartararo la dernière en début d'année, c'est quand même le 17e Grand Prix qu'il rate pour des raisons de blessure ou des raisons de bras ou des raisons d'autres blessures ou maintenant de vision. On sent bien que il va peut-être plus en gagner tant que ça. Et chapeau qu'il en a gagné 3 cette année dans ces conditions-là. On nous dit dans le chat, ne ferait-il pas mieux d'arrêter trop de blessures, trop de chutes? On n'en est pas là quand même. Non, puis c'est sa passion. Mais là, en voyant double, ça fait 2 fois plus d'adversaires à doubler. C'est chaud quand même. Après, ils sont que sur 2 roues, donc ça en fait un petit peu moins que c'est vrai. aux voitures. Fragile. Non, il n'est pas fragile, mais il a pris tellement de risques. Les années où il était champion, il tombait 27 fois. Il va toujours à la limite les autres. Fabio Quartararo est tombé. Pour la première fois de l'année, il ne marque pas de points. Une seule chute en course. Et 5 chutes au total. Là, je crois qu'il était déjà à plus de 20 chutes en ayant manqué les Grands Prix du début de saison, en ayant manqué plusieurs Grands Prix. Il tombe de trop. Quand vous tombez trop en moto, à un moment, vous vous faites mal. Jean-Pierre aura le mot de la fin. Encore un mot de moto. À propos de chute, moi, les motards que je connais, ce sont ceux qui font le trophée Andros sur glace. Ah oui. Putain, ce sont des funambules absolument extraordinaires. Ça démarre dans 3 semaines, on en parlera tout à l'heure. Mais oui. À propos des voitures. Mais les motards sur glace, c'est aussi quelque chose de fabuleux. Les motards à l'Andros, oui, c'est quelque chose. Et je me demande s'il n'y a pas un truc qui est pire que ça encore, c'est le Ice Speedway. Oui. Ouais. J'ai été le voir une fois à Seine. D'ailleurs, c'est que des Russes quasiment qui gagnent. C'est un truc de malade. Ils ont décloué là. C'est incroyable. Allez, on a dépassé 2 minutes. 2 minutes de parole en moins pour Donald Renew. C'est la Ford Zone maintenant. Mais non, on va pas t'enlever 2 minutes. C'est Ford, on va pas enlever 2 minutes au sponsor. Il y a moyen qu'on les garde ces 10 minutes, hein, je suis pas sûr, mais. Alors mon Donald, on va parler de la Mach-E. GT. La Mach-E GT, bien sûr, qui nous propose un 0 à 100 en combien? Alors, justement, je vais vous poser la question. À votre avis, c'est un poil plus quand même que ma Smart au niveau du 0 à 100. À votre avis, c'est combien? On parle d'un véhicule électrique. Hein. Ah oui, quand même. On parle d'un Ça, véhicule c'est électrique. des blindes. Les moteurs électriques pour démarrer, c'est des trucs de Olivier fou. Pernaut. Normalement, le moteur électrique, c'est hyper rapide. Après, je sais pas. Oui, Allez, je vous le hic le Allez, truc. j'ai pas d'idée. 0 à 100 en 3 secondes 7. 3 secondes 7, mal. messieurs Ça dames. commence à faire. C'est un monstre. C'est vraiment la voiture qui est disponible actuellement disponible à la commande en Europe. Son couple, il est supérieur à tous les modèles dispo qu'on a en Europe. C'est-à-dire que Contrairement au mien. voilà, la Macan, par exemple, elle est devant. Ça fait 487 chevaux, 860 Nm de couple, donc vraiment c'est énorme. Il y a 2 moteurs électriques, une transmission intégrale, donc 4x4 pour les néophytes qui nous regardent. Et il a suspension adaptative, ce qui fait que c'est très bien pour la piste, la piste pour rouler fort, et aussi pour la vie de tous les jours, donc c'est bien cool. On le voit sur les images, c'est les freins, les gros freins Brembo, ça freine très très fort. Il y a un truc qui est très cool, je sais pas si vous savez, mais c'est une voiture un petit peu full de technologie et il y a un mode à l'intérieur qui simule le rétrogradage alors que c'est un véhicule électrique. Je trouve ça trop marrant. Ça simule le V8, ça simule le rétrogradage. C'est formidable. Moi, je trouve ça trop cool. Mais oui. Et oui, c'est vrai que dedans, il y a beaucoup de modes, notamment le mode Untamed 3+. Alors, ça devient un petit peu technique, mais là, ça la transforme véritablement en bête de course. Mais franchement, à part vous dire que, évidemment, la batterie, elle a sur le papier plus de 500 km d'autonomie, je pense que
on a la chance d'avoir avec nous Amco Linarts, qui est le designer de Ford Europe et qui a beaucoup de choses à nous dire. Et je pourrais passer 10 minutes à vous parler de la caisse tellement elle est incroyable. Juste avant de parler à Amco, la famille Pernod est électrisée ou pas? Elle est semi-électrisée, elle est hybride. Elle est hybride. Elle est hybride. Pour la ville, c'est bien. Pour la route, moins. Ouais. Il y a quoi, 1% de voitures électriques en France en ce moment? Je crois que c'est ça à peu près les mais c'est vrai qu'il faut faire la transition. On voit des monstres comme ça et des belles autos, c'est chouette. Vous savez que la Mach-E GT, elle a 15% de couple supplémentaire par rapport à une Ford GT. 15% de couple supplémentaire par rapport à une Ford GT. Imaginez comment ça éclate les yeux au fond du cerveau. Ça laisse rêveur. Alors tu nous parles d'Amco. Est-ce que Amco est parmi nous? Je crois. Il est là, Amco. Il est là. Bonjour Amco. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement bien. Parfaitement bien. Est-ce que Amco, on va tout de suite trancher dans le vif du sujet? Vous êtes le designer de Ford Europe. Quelles ont été les inspirations qui ont permis l'élaboration du design de la P1? Ah, on commence du P1 tout de suite. Ok. Allez. Pardon. Est-ce que vous voulez qu'on continue sur la Mach-E? Comme vous voulez. Alors, on va parler de la Mach-E, pardon. Pour être très honnête, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux dans l'ordre des questions, Amco. Première question sur la Mach-E. Quelles sont les contraintes, justement, d'un véhicule électrique par rapport au design? Alors, en design, il n'y a pas vraiment les contraintes très différentes, en fait, parce que les contraintes différentes, c'est surtout autour de la sécurité, autour où l'homme est en fait assis dans une voiture qui finalement donne où le pare-brise est. Et bon, les phares et les feux, vous savez, c'est toujours à la même hauteur. Donc là, il n'y a pas vraiment une différence. Par contre, le truc qui est très intéressant avec toutes les voitures électriques, c'est que la demande de clients, c'est d'avoir une style neuve, une style excité, une style qui marque un changement. Et c'est ça peut-être le plus intéressant pour nous en niveau style. Il y a peut-être 5 ans, 10 ans, je me demandais, bon, quand est-ce qu'on va faire une révolution extraordinaire? Parce que franchement, ça est devenu un peu, boring. Et donc, moi, je suis très content qu'on a dans cette nouvel âge. Les nouveautés qui sont apportées par l'électrique, elles ont ça peut aider le design d'une voiture. Il y a une influence entre la technologie électrique. Il y a des conséquences sur le design. Oui, un petit peu. Par exemple, on a besoin moins de je suis désolé, mon français est un peu rouillé. Mais pour avoir l'air froid en avant de la voiture, on a besoin un peu moins. Donc, pour le refroidissement. Pour le refroidissement. Le refroidissement, merci. D'accord. Alors, est-ce que Amco... Et donc, ça veut dire que les avants de véhicules peuvent être un peu plus fermés et ça donne une autre face avant. C'est ce qu'on voit effectivement sur les véhicules électriques. On n'a plus ces calandres en ruche d'abeilles. Ça change énormément, évidemment, le dessin de la voiture. On va parler de la P1 Amco. La première question que je vous posais, quelles ont été les inspirations donc, pour l'élaboration du design de la P1? On a commencé vraiment parce qu'on a concentré comme société Ford sur une nouvelle génération, sur la Gen Z. Oui. Donc, sont les jeunes peuples entre 13 et 23, on peut dire. Et là, on a trouvé que vraiment tout ce qui est gaming, c'est vraiment super important. 50% des gens jouent des jeux et il y a un grand pourcentage qui a plusieurs
Avatar. Bon, vous savez mieux que moi, mais pour nous, c'était une révélation que Ford est une des voitures les plus choisies dans les jeux d'ordinateur. Et donc, on trouvait qu'il faut utiliser ça pour créer quelque chose de vraiment neuf. Et du coup, moi, je me permets de rebondir là-dessus, c'est qu'en fait, la voiture, la P1, on l'a pas donnée en intro, mais en fait, c'est partie du projet de Fordzilla, l'équipe que je représente en France. On parle de Sim Racing. Voilà, et du coup, c'est les jeux vidéo, et on s'est dit, on a fait une réunion, on est allé au siège de Ford Europe avec, du coup, AMCO, et on a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire une voiture pour les gamers, par les gamers, et avec les équipes d'AMCO et de tout le design, on a proposé des votes au public, et chacun a pu voter pour les éléments extérieurs, les roues, le moteur électrique hybride, pour arriver à ce design qui a été vraiment fait collaboratif avec les joueurs. Et du coup, ça a donné beaucoup d'idées pour au Ford États-Unis à Détroit, et ça va laisser encore beaucoup de choses derrière. Vraiment, c'est un vrai Merci de succès. donner toutes ces infos maintenant que j'aurais dû donner au début de l'interview d'AMCO. C'est ma faute, c'est ma faute. Après, je débute. Non, vous parlez beaucoup mieux et plus vite que moi. AMCO, pourquoi la couleur verte sur la P1 ? En fait, c'est pas vraiment une couleur verte, c'est verte en avant et jaune en arrière. Et c'est une gradient. Et c'est vraiment inspiré par tous les logos des différents apps sur votre téléphone. Et donc, on voulait créer cette super app. D'accord. Et on appelle ça du flat design, et ça vraiment aide de mettre cet véhicule dans un autre monde. Jean-Louis ? Oui, je voulais poser une question à AMCO. Est-ce que les Américains de Détroit, de Dearborn exactement, surveillent tout ce que vous faites de près à Cologne, sur l'électrique? Oui, absolument. Et le fait qu'on a commencé avec Fordzilla, et ça donne un vrai grand mouvement, comment on peut être présent dans le monde du gaming. Et en fait, notre CEO, Jim Farley, avait annoncé en mi-2021 que gaming doit être notre priorité le plus important, en fait. Donc, c'est super intéressant. Une question de Rémi Tissier, AMCO. Oui, je voudrais savoir quelle voiture vous auriez aimé créer, quelle voiture vous auriez aimé designer, en fait. Est-ce qu'il y en a une? Dans l'histoire de Ford. En fait, l'histoire de Ford. J'ai dessiné le Ford GT quand j'étais à Dearborn. Quand même, hein. Oui. Ensemble avec l'équipe, bien sûr. Et donc, ça, c'était déjà un projet de rêve pour imaginer. Donc, le truc qui est bien, c'est que maintenant, je suis libre parce que j'ai déjà fait la voiture le plus fort pour Ford. Et donc, maintenant, rentrer dans ce monde virtuel pour le sim racing, ensemble avec Fordzilla et Donald en particulièrement, ça c'est une nouvelle chapitre, et ça je peux dessiner une nouvelle voiture chaque mois. Donc, AMCO, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Racing Stream. Rassurez-vous, votre français est parfait. Et on aurait pu vous écouter encore de longues minutes. On vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Et merci encore d'avoir été avec nous ce matin, AMCO. Et nous autres, nous allons passer au NASCAR avec Anthony Drevet.
Le NASCAR, Anthony Drevet, la voix de l'endurance. On n'a que des voix ici. On a la voix de l'info avec Jean-Pierre Pernaut, la voix de la F1 avec Jean-Louis Moncé, la voix de la moto, la voix de l'endurance avec Anthony. La voix de l'humour. Oh, merci. Alors, le NASCAR, est-ce que tu peux nous expliquer le principe de ces playoffs? Il y a des playoffs en NASCAR. Eh bien, comme un petit peu tous les sports américains, finalement, on aime bien avoir du suspense jusqu'au bout. Donc, on rebat les cartes dans les dernières courses. Il y a 36 courses dans l'année en NASCAR. C'est courses qui ont des voitures qui tournent en rond globalement, même si ça change un petit peu. Hein. On s'européanise avec des circuits routiers. 36 courses, eh bien, il y en a 10 qui ont donc le principe de play-off. Voilà, on découvre un petit peu comment ça fonctionne. Au début, ils sont 16. Donc, à ta droite, Arnaud, au début, ils sont 16. Ensuite, on en enlève 4 après 3 courses. Puis ensuite, on en enlève 4 après 3 autres courses. Puis il en reste donc 4, et à la fin, il y a un champion. C'est à l'américaine, c'est tout pour le spectacle. Tout à fait. C'est un peu comme rollerball, alors. Un peu. Mais en moins dangereux. Oui, c'est vrai, en moins dangereux, parce que là, les pilotes restent quand même, en course, même s'ils ne sont plus que 4 à se battre pour le championnat, ils sont quand même toujours une quarantaine de voitures sur les circuits. Et donc, on avait 4 pilotes pour se battre pour le titre en cette fin d'année. 4 pilotes pour... Oui, bien sûr. Il y a eu un sacré suspense. Et tout à fait. Et un sacré champion. Parce que... Qui s'appelle Kyle Larson. Kyle Larson. Alors, il a un parcours assez incroyable. C'est-à-dire que Kyle Larson, pendant le confinement, tout le monde s'est mis à faire du iRacing et des compétitions virtuelles. Ça, c'est très bien pour nous, pour vous, évidemment, parce qu'on s'est mis au virtuel. Lui aussi, sauf qu'à un moment donné, il se croyait hors ligne. Et il a dit un petit mot qui est passé comme une insulte, mais il se donnait ses petits mots. Qu'est-ce qu'il a dit, alors ? Je sais plus ce qu'il a dit, mais non, j'ai pas envie de le dire. Jean-Pierre, ça t'est arrivé en journal de dire des choses que tu pensais offline? Non, ça ne m'est jamais arrivé. Moi, je pense que j'ai battu le record de gros mots à la télévision française. J'ai souvent dit des choses qui étaient peut-être pas correctes, mais j'avais envie de les dire. Voilà, tu avais sur un match de l'Euro à Wembley, je pense que j'ai battu le record de gros mots. On savait pas que tu commentes le foot, je sais, mais c'était horrible. C'était un bêtisier. Roger Isabelle me dit t'as pas honte. Je fais voilà. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque. Hein. Alors quels ont été les faits marquants de cette finale? Oui, alors attends, je finis mon histoire parce qu'il a dit ce mot qui n'est pas bien passé. Il a été mis à pied. C'est-à-dire qu'il était dans une équipe, Chip Ganassi Racing. Il n'a pas fini la saison 2020. Il a été sans sponsor, sans rien. C'est-à-dire que c'était fini pour lui. Mais quoi, il a attaqué son équipe? Non. L'équipe, en fait, n'avait plus de sponsor. Donc, du coup, ils se sont dit, attends, mec, on peut plus te faire rouler. Alors que c'est un talent pur. Il est issu du Drive for Diversity. Je crois que Rémi Tissier veut entendre le mot en question. Non, mais je ne veux pas le dire. Pourquoi? Mais parce que c'est un enfant de bonne famille. Exactement. Enfin, j'ai pas envie d'être mis à pied. Je veux revenir dans Racing Stream. et en plus, c'est vraiment on est sur Twitch. Voilà. C'est vraiment, on peut pas dire ce mot, Rémi. Bon. Vraiment. Voilà. Sauf que je me souviens vraiment plus. Il faut pas lui dire. Je me souviens vraiment plus. Ça va. Donc, en tout cas, il a dit ce mot. Bref. Il est mis à pied. Et donc, 2021 vient la. C'était quel mot, en fait? C'était Sapperley Poppet. Oui, c'est vrai, mais Sapperley Poppet. En anglais, ça passe moins bien. Sapperley Poppet. Et donc, en 2021, il est sauvé par une équipe qui s'appelle Hendrick Motorsport. C'est une grande équipe qui a remporté beaucoup de titres. Et il vient remplacer le septuple champion de la discipline. Donc, grosse pression quand même sur les épaules. Eh bien, il délivre la performance. À l'issue de la saison régulière, après les 26 courses, il est en tête. Et puis, à chaque phase, il réussit à se qualifier. Et là, il est dans les 4 derniers. Et tout a failli se perdre dans la dernière course à Phoenix. C'est quand même incroyable. Il a quand même réussi à décrocher le titre, Kyle Larson, mais ça s'est joué à un fil. Mais à rien, à un moment, il était 4e, il pouvait très bien même pas être sur le podium final. Tout à fait, il était 4e sur 4. C'est ce qui est magnifique avec ces courses américaines, c'est que dans la dernière épreuve, donc à Phoenix, on découvre ce tracé, tracé ovale, donc qui... tout petit tracé, attention. Assez petit. Il remplace Miami, d'habitude c'est plutôt Miami pour la finale. Ouais. Et là, ils sont allés à Phoenix pour la 2e année consécutive, et ça s'est pas très bien passé pour lui. À l'issue de la première phase de course, parce qu'en plus il y a des phases, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais les Américains aiment bien le show, donc on gagne des points après la première phase de course, puis ensuite après la deuxième, et c'est l'arrivée. Il y a 312 tours en tout dans cette course. Il était 4e, comme tu dis, Rémi, alors qu'on était à 30 tours de l'arrivée. Donc c'était fini pour lui. Il a dominé toute la saison et les playoffs ont tout redistribué. Mais il a du caractère. Voilà, moi j'aime ce genre de pilote. Dites des gros mots, même quand vous croyez que vous n'êtes pas à l'antenne, et allez-y, vous serez champion quand même. Olivier Pernaut, tu as déjà eu l'occasion d'essayer des... Oui, je sais qu'en Europe, on en a fait rouler 4 chez Race Racing. 4. Alors on va en parler au Race Racing, qui est donc l'écurie que tu diriges. Voilà, et tu as fait rouler... Ah
mais vous On avez, a je ne fait savais rouler même pas 4 comment. NASCAR. Alors, demande à des spécialistes du commentaire de NASCAR européenne. Et donc, tu as on en essayé. avait Ouais. 4. Ouais, on en avait. J'ai fait les championnats, j'ai fait quelques podiums et tout. C'était très très chouette. C'était européanisé complètement puisqu'on était sur des circuits normaux. Mis à part au Tour Speedway à l'époque, voilà, ils avaient fait un mini speedway avec un petit banking et tout ça qui était sympa. Alors c'était un peu la boucherie, hein. On n'avait pas tous l'habitude de tourner en rond comme c'était un parking. Ouais. Mais ils avaient quand même mis un enrobé, fait un virage relevé, etc. Donc c'était plutôt bien fait. Ouais. D'accord. Mais Tour Speedway, parce que c'était à Tours. C'était à Tours, exactement. Quel genre de voiture c'était? C'était les mêmes, mais un petit peu simplifiés, Non, mais- des NASCAR un peu D'accord. simplifiés avec des gros V8 américains. V8 5 litres 7, Oui, joli. 450 chevaux. Oui, ça voilà. pulse. Oui, bien sûr. Non, c'était chouette. C'était bien. Quelles sont les perspectives pour 2022 en NASCAR? Eh ben, on a des nouveaux circuits, notamment un, Gateway, qui fait pas mal de spectacles en IndyCar, donc la série monoplace aux États-Unis. Donc on va se dire que ça peut être intéressant. Il y a encore pas mal de circuits routiers, j'en parlais, on s'européanise vraiment. On roule sous la pluie maintenant, eh ouais, en NASCAR. Incroyable. Ouais, pas sur les ovales, hein, évidemment, mais sur les circuits routiers, donc les circuits normaux pour nous, entre guillemets. On en a de plus en plus, donc il y en a 4 l'année prochaine. Et puis on a une nouvelle voiture qui va arriver. Nouvelle voiture, la Gen 7. Ça va être sympa. La Gen 7. Ouais, c'est la 7e génération. Mais c'est une course comme ça que Villeneuve a gagné il y a 8 jours ou 15 jours? Tout à fait, en Europe. La course en Europe, Jacques Villeneuve a fait le sweep, le doublé. Il a balayé ses adversaires, c'est pour ça le sweep. Et il a gagné les 2 courses. Première fois à 50 ans qu'il réussit à gagner en NASCAR et il a fait le doublé. Allez hop, Magnifique. pas mal. Magnifique, Jacques Villeneuve. Nous allons parler de wake, d'endurance. Tout à fait. Spécialité d'Olivier Pernaut. Ça s'est clôturé à Bahreïn avec. Il y a 2 courses qui ont eu lieu. Oui, c'était long. Hein. Alors, comment se sont passées ces courses? Est-ce qu'on a eu un schéma Toyota Alpine comme d'hab? Il y a surtout un schéma Toyota, hein, Ouais, c'est ça. c'est un peu le problème. Il y avait d'abord une course de 6 heures, donc c'était la première course, enfin l'avant-dernière course de la saison. Puis ensuite, on a eu une course de 8 heures. Donc sur le tracé de Bahreïn, on a quand même changé un petit peu les choses. La première course de 6 heures, c'était en plein soleil, dans la journée. Et puis la course de 8 heures, ça se terminait plutôt en nocturne, donc ça changeait un petit peu les choses. En hypercar, Toyota a dominé. Clairement, Toyota arrive, on savait que face à Alpine, c'était assez facile. C'est eux qui ont une nouvelle génération de voitures, les hypercars. C'est une voiture qui a été construite et créée, conçue par Toyota. Alpine utilise une ancienne voiture. Donc c'est un petit peu moins facile. Ils ont eu des problèmes de boîte de vitesse en plus. Donc, ça s'est pas très très bien passé. Ils ont quand même terminé 2 fois sur le podium. Il n'y a que 3 voitures engagées en hypercar, donc tu vas me dire que c'est pas trop difficile de terminer sur le podium. Les perspectives pour Alpine, de toute façon, sont sur le long terme. Tout à fait. En hypercar, ils ont annoncé qu'ils allaient construire eux aussi une voiture hypercar. Ça va être la folie. On parlait de boucherie Tour Speedway, Olivier. En 2023, aux 24 heures du Mans, tu vas avoir Ferrari qui revient, Peugeot dès l'année prochaine en 2022. C'est sûr ça, Peugeot? C'est Ouais, pas. sûr. Il y avait un article ce matin dans l'équipe Exact. qui parlait justement de, Ouais, de- alors de sur- Peugeot qui sont un petit peu embêtés par Par les pneumatiques. les pneus. par les pneus- les C'est pneus, sûr qu'ils vont s'engager. Maintenant, je ne sais pas s'ils vont aller aux 24 heures du Mans dès Voilà, 2022. voilà. Ils Non, vont non. pas, ils vont probablement En pas tout cas, faire les en tout 24 cas, heures. en tout cas, il y aura effectivement un plateau Voilà. beaucoup plus Et puis relevé. BMW, Audi, je sais même plus, il y a tellement de constructeurs qui sont engagés. Donc ça va être très intéressant aussi à suivre. Et les châssis de ces voitures hypercar qui utilisent des Michelin, je remets un petit coup de Michelin, Bien sûr. ces voitures hypercar en fait vont être basées sur des châssis LMP2. Donc c'est le choix qui peut être suivi. Soit on utilise comme Toyota in-house, comme on dit, on développe vraiment toute la voiture, soit on utilise un châssis LMP2, on rebadge avec Oreca ou Ligier, par exemple? Ouais, tout à fait, exactement. D'accord. Oreca, Ligier, Riley. La transition est parfaite puisque nous avons en LMP2 un suspense qui là vaut le coup, en tout cas valait le coup cette saison. Oui, en LMP2, c'est généralement la catégorie qui est la plus disputée. Oui. Du fait des engagés aussi, il y a beaucoup d'engagés en LMP2, la 2e catégorie. Il y a de très très bons pilotes. On a du Stoffel Van Dorn, on a Nick De Vries, Guido van der Garde, je parle des anciens pilotes, Anthony Davidson qui a pris sa retraite à l'issue Oh, il y a du monde. de la dernière course. Il y a vraiment du monde. Et il y a des Belges qui font de la résistance. Alors si en foot, on est plutôt cocorico. Ouais. En WRT. endurance, au Ouais. WRT avec Vincent Voss, qu'on connaît bien en GT, évidemment, qui font rouler beaucoup d'Audi. Là, ils sont venus en LMP2 cette année
pour voir un petit peu comment ça allait se passer. Ils ont gagné le LMS, championnat d'Europe, ils ont gagné le championnat du monde, ils ont gagné les 24 heures du Mans. Je crois que le contrat avec Audi est signé, hein, c'est bon. Ils n'avaient pas le temps. C'est relevé quand même, parce que Davidson, il avait fait 24 Grands Prix en Formule 1. Non, mais il a marché, oui, il marchait bien, Davidson, absolument. Et très bon Robert présentateur Kubica aussi. Oui, tout à fait. Et présentateur sur la télé anglaise. Oui, sur la F1, oui. Et Robert Kubica était dans l'équipe en Europe. Il a fait d'ailleurs quelques tests, on va y revenir dans quelques instants, à Bahreïn. Et donc, c'est une équipe qui continue de progresser encore une fois. Vincent Voss, on ne présente plus, c'est un Belge qui est vraiment incroyable. Il a lancé son équipe, il a été pilote avant. Et ça marche, tout marche pour lui. Alors là, la question elle est vraie, elle est sincère. À quand Olivier Pernot au volant d'une LMP2 ? Avant la P2, il y a la P3 déjà, ça serait déjà pas mal, mais effectivement, quand on roule, bah oui, bien sûr, je pense que toi aussi tu rêves d'essayer des voitures de mieux en mieux, de plus en plus perfo, etc. Et des voitures qui ressemblent à celles qui font les 24 heures du Mans et des voitures qui font les 24 heures du Mans. Et même en GT, les 24 heures du Mans, il n'y a jamais eu de projet, il n'y a jamais eu de Alors, touche. Si, moi, quand j'ai été champion de France, j'ai été 3 donc en 2015. L'année d'après, un ancien pilote Toyota F1, Franck Pereira, m'avait proposé de faire un projet 24 heures du Mans. Bon bref, il est tombé à l'eau, mais j'étais à 2 doigts d'y aller sur une Aston Martin, et on n'y est pas allé. C'est le Graal, c'est le rêve. Évidemment. Évidemment. C'est surtout que les budgets sont assez élevés, hein, évidemment, pour s'engager aux 24 heures du Mans, c'est pas facile. C'est ça c'est le nerf de la guerre, malheureusement, c'est comme ça que ça marche. Oui, mais c'est tellement prestigieux, tout le monde a envie de le faire, tout le monde rêve de faire ces 24 heures. Cela dit, je dis ça, Olivier, je te fais une transition. Olivier Arnaud, Olivier va rouler sur le circuit des 24 heures l'année prochaine, je pense, en tout cas, parce qu'il y a les Ligiers qui vont rouler et il y a aussi le Road to Le Mans. Donc. Voilà, exactement. Et on a même déjà découvert cette année. Qu'est-ce que j'apprends ? Les Ligiers vont rouler. Les Ligiers vont rouler. Support des 24 heures. Comme les Fun Cup l'ont fait cette année. Donc il n'y a pas de Fun Cup l'année prochaine ? Il n'y a pas de Fun Cup, il y a des Ligiers. Il y a des Ligiers ? Très bien. Merci, c'est bon, on est au mois de novembre, j'ai l'info assez tôt, très bien, je vais pouvoir commencer mon lobbying. Je vais aller chez Ores Racing, apporter des croissants dès demain matin. Est-ce que je peux poser une question difficile à Olivier ? En ce moment, il y a un documentaire magnifique qui tourne où Joachim Noah dit combien il a eu du mal dans sa carrière à porter le poids d'être le fils de Yannick Noah. Est-ce que toi, parfois dans ton milieu, tu as ressenti le fait d'être le fils de Jean-Pierre ? Non, pas du tout. Pas du tout. La différence, c'est que moi, j'étais pas un grand sportif. C'est ça, on n'est pas. Je présente pas. Si encore, j'avais eu à présenter un journal ou quoi, là, peut-être qu'on aurait pu. En télé, ça aurait été le cas, mais pas en. Voilà, dans la course, c'est uniquement grâce à papa que j'ai réussi à me lancer dans la course auto. Donc voilà. C'est lui qui m'y a entraîné. D'accord. Donc d'habitude, les enfants suivent les parents, et là, c'est le papa. C'est lui qui me dit, papa, viens faire de l'Andros avec moi. Alors, et de la Fun Cup et des tas de trucs. Moi, ce que je vous propose, c'est que est-ce qu'on a fait le tour du Wake ? Mais non, pas du tout. On n'a pas fait le tour du Wake ? Non. Parce que moi, je passais à l'interview des Pernod. Je sais. Alors, parle-nous de LMGT AM, LMGT Pro. Voilà, merci quand même, on a parlé de GT. Il veut me couper mais ça me passionne la GT, évidemment, je rêve de mettre mes fesses dedans, donc évidemment qu'on va en parler. Il y a Porsche, il y a Ferrari qui peuvent te faire un petit appel du pied. Très bien. Porsche, Ferrari, si vous m'entendez. Magnifique. Ça a été une super lutte, en tout cas, entre les deux voitures, donc Porsche 91 et Ferrari 51. Non, Porsche 92 et Ferrari 51. Un chiffre près. 3 victoires pour une équipe, 3 victoires pour l'autre. Ça s'est joué à 3 fois rien. Un petit contact mal intentionné, ou en tout cas malvenu, de la part d'Alessandro Pierguidi, l'Italien, dans la Ferrari, qui est venu percuter la Porsche de Michael Christensen. Non, pas Tom Christensen, mais Michael. C'est aussi un Danois. Aucun lien. Ça s'écrit même pas pareil. Okay. Alors, c'est une petite erreur qui arrive. La Porsche part en tête à queue. La Ferrari passe. On demande à la Ferrari de laisser passer la Porsche, qui est donc l'adversaire au championnat. Sauf que Porsche s'arrête au stand tout de suite. Aïe. Et donc Ferrari ne peut pas laisser passer la Porsche. Et donc n'a jamais laissé passer cette Porsche. Et on se demande si la direction de course a pris un bon choix ou pas. Ça a été entériné, victoire Ferrari, titre Ferrari, mais les Porsche l'avaient mauvaise. Sauf à s'arrêter derrière à faire c'est ça. au stand. Ils ont fait exprès de rentrer au stand, tu crois ? Je sais pas, mais ils ont joué. Ça fait un petit pataquès, malgré tout. Mais Jean-Louis, si c'est fait exprès, c'est très bien vu. Ça, il y avait des costauds comme ça. Je te rappelle que Michael Schumacher a passé une ligne d'arrivée dans les stands pour respecter une pénalité sous les ordres de Briatore. Et donc, il a gagné la course comme ça. 90. Et depuis d'ailleurs, la ligne de partage de la piste et des stands en Formule 1, la ligne d'arrivée court sur l'ensemble. Ouais.
tu as le droit de la passer dans les stands. Je sais qu'Olivier Pernaut, il est très malin en course d'endurance sur ce genre de choses. Chichi, c'est bien du genre. Stratégie. Ben oui, non mais tu as l'expérience. Tu as l'expérience. Bahreïn, c'était aussi le théâtre des rookie tests. Tout à fait. Et je t'ai pas vu. J'étais déçu. Mais non, j'étais pas. Non, parce que j'avais piscine, avec mon fils. Mais sinon, je serais allé à Bahreïn faire les rookie tests, évidemment. Et tu aurais vu Sébastien Ogier, par exemple, qui va célébrer. Sébastien qui? Oui, Ogier. Je crois que c'est un 7 fois champion du monde des rallyes. Ouais, je crois. Et il vise le 8e titre dans une semaine et demie. Ah, il faut pas qu'il se rate. Bah ouais, ça serait pas mal. Ce serait beau, 8. Alors, c'est rookie test alors. Donc ça s'est plutôt pas mal passé pour lui parce qu'il roule chez Toyota en championnat du monde des rallyes et il vise une participation aux 24 heures du Mans, comme l'a fait Sébastien Loeb en ce temps avec Pescarolo. Lui, ça serait avec Toyota. Il n'a pas été ridicule, c'est difficile de se mettre dans l'habitacle d'une voiture comme une LMP1, enfin comme une hypercar. Donc il est à 2 secondes du meilleur temps de Mike Conway. C'est pas mal. On sait qu'en endurance, ce qui est important, c'est d'être sur un rythme, on va dire, assez constant sur un relais. Donc on va voir s'il est capable de le faire. C'est lui qui a le plus roulé, en tout cas. Mais c'est quand même pour Jean-Pierre, Olivier, vous pilotez. C'est quand même fou de se dire qu'un Seb Ogier. Parce que nous, on voit les voitures, on voit les P1 rouler, on se dit, bon, allez, on sait tenir un volant, on a piloté, machin, ça va pas être si compliqué que ça. Et tu te rends compte qu'un Seb Ogier, 7 fois champion du monde de rallye, monte dans la voiture, il est à 2 secondes des temps. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, en fait, du niveau et des capacités qu'il faut, quoi. Surtout qu'en piste, en course, que ce soit en sprint ou en endurance, 2 secondes, c'est énorme. C'est un monde. Ça a l'air de rien. Mais il y a bien pire que ça. Quand le grand Michael Schumacher est monté sur une moto, et quel pilote c'était? Oui. Il était à 20-25 secondes des temps de... Parce que là, l'écart est énorme avec la moto. C'était énorme. Un circuit dans l'Est de la France, c'est ça? Et après, il a fait le championnat d'Allemagne. C'est ça, on nous dit dans le chat que Porsche a porté réclamation, quand même. Oui, mais ça a été entériné, Ferrari est champion. Donc oui, je suis d'accord avec la frustration de Nelliani, de Kevin Estre, qui ont raté le titre, mais bon, voilà, c'est Je vais revenir à Ogier. Moi, je l'ai interviewé, c'est son premier titre de champion du monde des rallyes. Et il ne m'a pas caché que le circuit, pour lui, c'était une véritable passion. Eh ben oui, le circuit. Tout à fait. Je dis, ah bon, bien compris. Mais j'ai commenté, quasiment toutes les courses qu'il a faites sur piste, parce qu'il a fait une course en Volkswagen il a toujours adoré ça. Il a fait Porsche Super Cup en 2014. Il a fait vraiment pas mal de pistes. Et ça s'est bien passé. Il a même fait un essai en Formule 1 avec Red Bull. Absolument, oui, complètement. Et ça a été pas mal, comme Sébastien Loeb, en fait. Ils suivent vraiment à peu près la même... Je pense qu'il va s'améliorer sur son temps de Bahreïn. S'il a vraiment envie de le faire, c'est un vrai champion. Il ne va pas rester à 2 secondes. Nakajima a pris sa retraite, ça laisse une place. Oui, aussi, oui. Je ne sais pas, mais je pense que le plus intelligent pour lui, parce que c'est vrai que de passer du rallye à la piste, c'est pas facile, ça serait de faire une année en LMP2 pour se préparer pour 2023. Bravo Anthony, merci beaucoup. Avec plaisir. Et nous allons passer à l'interview tout de suite. Je ne sais pas si on a un jingle. Est-ce qu'on a un jingle interview? Bien sûr. Olivier et Jean-Pierre Pernaut sont avec nous. Jean-Pierre, est-ce que tu m'autorises à poser les premières questions à Olivier? Mais vas-y. Qu'on connaît moins. C'est lui le pilote. Qu'on voit moins, Olivier. Olivier Pernaut, tu es directeur donc d'une écurie, directeur exécutif. Tu n'es pas le propriétaire de l'écurie Ores Racing, que je connais bien, puisque je roule souvent avec toi et pour toi dans cette écurie. Alors, est-ce que tu peux nous dire dans quel championnat, sur quelle formule, quelle voiture fait rouler Ores Racing? Alors déjà, Ores a été créé en 2006. Moi, j'ai intégré le team en 2007, après avoir fini mes écoles d'ingé. Et on a fait plein de choses. On a commencé par la Fun Cup, on a fait de la Midget 2 litres, on a fait de la NASCAR, comme on l'a dit tout à l'heure. On a fait de la Lamera Cup. Et aujourd'hui, on a des Ligier, JSDR qu'on voit derrière, effectivement. On a des Fun Cup. Alors, on a 6 voitures comme ça. On a aussi 6 Fun Cup. Donc des gros week-ends où on va, parfois j'ai avec 12 voitures, 3 semi-remorques, une grosse équipe sur les week-ends de course. On fait depuis cette année la Ligue européenne Series, commentée par Anthony, qui suit le calendrier de l'ELMS, donc ça aussi c'est hyper sympa. Ce sont les mêmes voitures que sur la photo derrière, mais dans un format un petit peu différent, dans le cadre de l'ELMS, donc des courses plutôt sprint entre guillemets,
alors que la JS Cup que tu as en photo derrière toi, c'est des grosses endurances de 4 heures ou 6 heures. Donc voilà, on fait beaucoup d'endurance. Et on se met un petit peu au sprint aussi dans le cadre de la Ligier European Series. Voilà. Alors justement, cette Ligier European Series, comment s'est passée la saison? Tu as roulé avec Mathieu Martins. Voilà, ça c'est ma voiture qui est derrière, qui est trop belle d'ailleurs. Je crois que c'était la plus belle de toutes. Ah oui, je suis d'accord. On a fini vice-champion. Vice-champion d'Europe. Vous avez gagné pas mal de courses. On a gagné 5 ou 6 Ouais, c'était bien réparti avec Nathan Biel. Voilà, et avec des belles bagarres magnifiques avec Biel, c'est ça Nathan. Il y avait des bagarres magnifiques à chaque course, remarquablement commentées. Oh là là, merci. Je deviens tout rouge, déjà je suis rouge sur le tableau. Belles autos, ce sont des belles autos. Non, c'est super. C'est des V6 3 litres 7 Ford qui marchent super bien, 330 chevaux, une voiture qui fait un peu plus d'1 tonne, pas de traction control, pas d'ABS, donc aucune assistance à part une direction assistée, mais enfin, c'est pas une assistance. Des pneus slick depuis, ça n'avait pas démarré avec des pneus slick. Non, la première saison, on était en mode semi-slick, voilà, mais la voiture était un peu bizarre. Et vite, on est passé en pneus slick. Alors là, c'est les clients, très perfo. Je dis les clients parce que pour rappeler le fonctionnement donc de l'écurie, tu as toutes ces voitures et tu loues ces volants. Tu loues ces volants à qui veut rouler. Exactement. On peut aller chez Ores et dire je veux faire. Certains l'ont fait d'ailleurs à Barcelone. Certains l'ont fait à Barcelone. Dans la 25. Voilà, c'est ça. Et non, oui, pour avoir roulé dessus, effectivement à Barcelone, c'est une voiture géniale. Ouais, c'est top et c'est les perfos d'une GT4 à peu près. Ça dépend un peu de la BOP de la GT4 évidemment, mais donc c'est hyper perfo et évidemment c'est un peu moins cher que de faire rouler une GT4, donc c'est vraiment génial. Jean-Louis, si je comprends bien, tu passes 340 jours par an sur les circuits? Plus ou moins, oui. Il a la vie de rêve. Non, ça faut aimer, mais c'est super, oui. Non, c'est chouette. Il y a deux personnes que j'envie. Il y a Julien Febvreau et Olivier Pernaut. C'est vrai, je crois qu'on est pas mal. En termes de je me régale sur des circuits, on peut pas faire. Mais c'est génial de passer toute sa vie passionné par le sport auto comme il a pu le faire. Et puis de rencontrer Salim et puis de s'occuper. Salim Bouziane qui est le propriétaire de l'écurie, qui est un passionné aussi, qui est un mec génial. Et puis une organisation de folie. Mais tu passes beaucoup de temps également, toi, Jean-Pierre, sur les circuits parce que tu as d'autres enfants. Maintenant, je passe devant ma télé à l'écouter. Avec ton fils Tom sur les pistes de karting. Alors, Tom sur les pistes de karting, et puis là, il s'était lancé l'année dernière avec Villeneuve et marié en Formule 4 à Magny-Cours. Il est demi-finaliste de la fête de Racing, pardon. Et donc, voilà, Tom se lance, et puis Olivier l'a invité 2 ou 3 fois à rouler en Fun Cup. Donc, mais oui. Voilà, ça fait un autre Pernod encore. Tu aimerais essayer la Ligier, Jean-Pierre? Oui, mais pas. J'ai un peu lâché le sport auto depuis 3 ans parce que j'ai eu des petits problèmes de santé. Et là, maintenant, je suis un peu vieux, 72 ans. On rappelle que tu as beaucoup roulé en Fun Cup. On le disait en off, tu as fait 7 fois les 25 heures de Spa. En Fun Cup. Et j'ai fait, je crois, 8 saisons de Fun Cup avec Olivier et avec quelques anciens copains de TF1 d'ailleurs qui roulaient avec nous. Et donc c'était j'ai découvert la Fun Cup et puis après le trophée Andros. Voilà, c'est bon. Moi j'ai amené le fils au karting quand tu avais 12-13 ans. Avec les gens d'Automoto, Jacques Bonnecarrère, toi et autres, on allait sur les circuits de Formule 1 rencontrer plein de pilotes. Et puis après Olivier a fait ses études d'ingénieur. La passion a fait le reste. Et puis maintenant il s'occupe de son écurie, c'est l'une des meilleures écuries dans le paddock, tout le monde est ravi d'y être et les voitures sont superbes. C'est notre famille Andretti à nous. C'est ça, c'est notre famille Andretti. Alors peut-être que Mario n'est pas tout à fait Jean-Pierre, voilà. C'est le Mario de la télé. J'ai une question à poser, est-ce que tu as de la mémoire, est-ce que tu te souviens que la première fois que tu es monté dans une Ferrari, c'est avec Bien sûr, à Magny-Cours. En même temps, j'avais le choix entre aller au circuit en hélicoptère ou en Ferrari. C'était quand même compliqué comme choix. J'avais 12 ans, tu vois. Il avait 12 ans, voilà. Et donc, son père me dit, tu voudrais pas emmener... Et je dis, évidemment. Et voilà. C'était une 550 Maranello. 550, voilà. Quelle mémoire, bravo. Mais non, mais tu faisais la moue quand Jean-Pierre disait que c'était une des meilleures écuries. Moi, pour avoir... roulé, effectivement, était invité dans d'autres écuries. Ores Racing a le souci. Non, mais je sais pas. Il y a le souci du travail bien fait. Tu rentres dans les box, c'est propre, c'est rangé. Ça, c'est important. Les mécanos sont les mécanos sont rasés. Mais c'est pas le cas dans toutes les équipes. Les mécanos ne picolent pas.
ailleurs non plus. Les Ailleurs non mécanos plus, le soir, non plus, évidemment. Non, c'est- mais je parle du soir, bien sûr. Ah oui, oui. Bien sûr. Ben, ça commence en moto, a priori, ça a l'air très très strict maintenant chez Ducati. Mais il y a eu. Oui. Ah, il y a Sur la eu moto, des c'est histoires. le Continental Circus, c'est. Mais ce que tu dis, c'est que ça s'appelle le professionnalisme. Mais bien sûr, mais non, mais il y a une approche très pro chez Ores qui est agréable. D'ailleurs, vous avez fait l'acquisition d'un simulateur. Chez Ores, Absolument. Ores Racing. Voilà. Mais Ah un bah truc, voilà, haut il est de là, gamme, super, quelque ouais. chose voilà, Ah, qui est- c'est ça. qu'on voit Ouais. ici. Ah, Très super. bien. Quand est-ce qu'on prend rendez-vous? Alors, il sert, Pour empêcher les mecs de boire quand on s'appelle Pernod. il vous sert à quoi? Comment tu as convaincu Salim, le propriétaire, de dire on va acheter ça, ça va nous être utile? Alors Et pas écoute, juste, on va s'amuser. on y a pensé avant que ça soit la mode, entre guillemets, à cause du confinement et tout ça, mais on avait déjà décidé de se lancer là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on découvre souvent des nouveaux circuits en Fun Cup, on a la chance d'aller dans plein d'endroits différents. On a découvert Portimao grâce à la Fun Cup, on a découvert Estoril le week-end dernier grâce encore au championnat de Fun Cup. Et nos clients qui sont tous hyper gentlemen dans ce genre de discipline, et ben ça leur fait un bien fou de venir s'entraîner à l'atelier et de faire des tours pas chers, voire même gratuitement par rapport à ce que coûte la vraie course. Bien sûr. Donc on les fait rouler là-dessus, ils connaissent le tracé, les rapports engagés, etc. On travaille avec l'ingé qui est derrière la petite vitre à droite, là on a un ingé qui bosse et qui en live donne les infos, les distances de freinage, les points de repère et tout ça qui sont hyper importants, parce que si le circuit est bien modélisé, évidemment c'est la même chose dans la vraie vie, on gagne un temps fou. Et on est tout de suite efficace. J'ai par exemple, pour préparer la course du Red Bull Ring en LES, que je ne connaissais pas, le Red Bull Ring, j'ai roulé sur le Simu quelques jours avant, et quand je suis arrivé là-bas, je connaissais le tracé. Un truc dont on ne se rend pas trop compte dans la simulation, c'est les dénivelés. Les dénivelés, Un petit peu comme le Raidillon à Spa, quand on ne connaît pas le circuit, on ne le voit pas très impressionnant dans une simulation. En vrai, c'est complètement fou, comme ça monte dans le Raidillon. Et au Red Bull Ring, c'est pareil, des énormes dénivelés. Et mis à part ça, je connaissais le circuit, je savais où il fallait passer mes rapports, c'est vrai que quand tu arrives, je savais où il fallait freiner, tout ça. En tant que pilote, quand tu arrives sur un circuit, que tu sais où ça tourne et quel rapport engagé, déjà tu as gagné quand même 5-6 tours d'apprentissage. Et les points de qui sont freinage, précieux. les vitesses de passage à peu près, etc. Donc c'est hyper profitable de faire du tours en simu. plus, moi, par exemple, à Spa, j'ai ma troisième course seulement en bas du Raidillon, je laissais le pied à fond. Ouais. Mais oui. Il me dit, mais vas-y, ça passe à fond. Oui, Fun Cup. Hein. Oui, non mais alors ça, Jean-Pierre. Et à la fin, et à la troisième saison, la première saison, à chaque fois, il y a toujours la première pression. Non, mais le Raidillon à Spa en Fun Cup, il passe à fond, mais pas dans n'importe quelle condition. Ah bah non. Il passe pas tout le temps à fond. Si on est un peu en Ça, travers, c'est il une vaut mieux légende. pas. Hein. Il vaut mieux pas. Ça, c'est une légende de ces pilotes qui essayent de nous. Oui, hein. Mais Non, mais j'ai réussi quand même. ça passe à fond quand il y a les bons réussi quand même. pneus, J'ai quand il y a la réussi bonne quand même. température de piste, quand voilà, on va. J'ai réussi avec une petite anecdote quand même. La première fois que j'ai réussi au bout de ma troisième saison en disant il faut vraiment que j'y aille à fond, j'ai mis mon pied gauche sur le pied droit. Pour pas qu'il se relève. Non, mais il y a un truc. Il y avait eu un documentaire d'ailleurs sur la puissance du cerveau d'un pilote qui passe le Raidillon. La puissance du cerveau qui dit au pied le pilote veut rester soudé et le cerveau lui fait lâcher parce que d'où le pied gauche qui était. D'où le pied gauche qui vient. Alors vous avez fait rouler quel pilote cette année parce qu'il y a eu des noms des noms quand même qui sont venus rouler chez Ores. On a fait rouler Nicolas Prost, on a fait rouler Tristan Gomandi, on a fait rouler Julien Febro, on en parlait, qui a roulé au Julien Febro. Si vous n'avez pas vu le premier virage, monsieur Arnaud de Samer. Oui, Arnaud de Samer. Le premier virage. Febro, quand il a doublé, c'est incroyable. En Autriche. Ah ben revoyez, je sais pas, connectez-vous sur la chaîne de l'IJ européenne. Il nous a donné rendez-vous au premier virage et il a. Et un gros problème, c'est qu'il m'a doublé aussi. Donc il a fallu que je le redouble. Mais il a fait un départ en réel, comme il fait ses départs en F1 sur le jeu F1. Ça se passe moins bien sur le jeu F1. Voilà, c'est-à-dire en restant soudé et en fermant les yeux. Bref, Julien, si tu nous entends. Ça fait vrai. Est-ce que tu peux on parle beaucoup de la Fun Cup là depuis le début. Est-ce que tu peux nous parler de cette machine? C'est quand même le cœur d'activité d'Ores Racing. Alors Ores a été créé pour faire de la Fun Cup. Voilà, elle est trop belle cette voiture là.
C'est celle qu'on a eue. Là, on est dans la pit lane des 24 heures du Mans. Donc, c'était la course la plus incroyable qu'on ait fait, puisqu'on a eu une course d'endurance de 5 heures sur le grand circuit des 24 heures du Mans, le 13 km, qui fait juste rêver tout le monde. Et il n'y a pas tant de pilotes que ça qui ont eu la chance d'y rouler. On a vu Donald Renew sur la voiture. C'était la voiture de Donald voilà. En ouverture des 24 heures du Mans. Que j'avais la chance de partager avec lui. Et non, c'était Alors, qu'est-ce que c'est que cette voiture? C'est un châssis tubulaire? C'est un châssis tubulaire, un moteur un 2 litres FSI. Donc injection directe qui fait 170 chevaux. La voiture fait 790 kg. Ah, beau. Et ça a un beau rapport poids-puissance, ça marche très très bien. On fait des courses d'endurance de minimum en général 8 heures, sont les plus petites, sauf cette course sur le tracé des 24 heures du Mans qui durait que 5 heures entre guillemets, c'était déjà incroyable. Et la plus longue étant les 25 heures de Spa dont on a déjà parlé. Donc elle est juste géniale cette voiture parce que ça permet de faire des tours, d'apprendre les circuits, de perfectionner son pilotage. D'ailleurs, pardon, excusez-moi. Quelqu'un qui veut se lancer, c'est une bonne école. Enfin, on peut Après le karting, il n'y a rien de mieux pour passer à l'automobile. Bien sûr. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de pilotes karting, qui s'essayent avec grande réussite. Je pense à des pilotes belges très forts en kart, ce qu'on appelle le kart loisir, le kart 4 temps. C'est la même philosophie de pilotage. Tom Pernot. Pareil, mais aussi pour des gens comme moi, par exemple, quand Olivier m'a mis dans la Fun Cup avec Salim, j'avais, je sais pas, 55 ans, 60 ans, 50 ans. C'est fabuleux pour des gentlemen, pour des gens qui n'ont jamais fait de compétition sur circuit, de se retrouver sur de grands circuits comme Spa, comme Magny-Cours, comme le Castellet, comme les autres, et de rouler 12 heures, 24 heures, je sais pas. Magny-Cours, j'ai fait, il y a eu des courses de 24 heures Magny-Cours. C'est fabuleux de rouler sur ce circuit pendant des heures et des heures quand on n'y connaît rien. Mais tu t'es jamais fait peur, Jean-Pierre? Non, si, de temps en temps, surtout en Belgique. Alors, au Réguillon, les Belges en Fun Cup, c'est quelque chose d'étonnant, mais il faut faire un peu gaffe. Non, on n'a pas peur. Alors, il y a des pros qui vous doublent, et puis on prend l'aspiration. Il y a parfois des courses aussi étonnantes, où des jeunes pilotes se moquent un peu des vieux, ou parfois on est dans une ligne droite et on entend blam, 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 et il y a son fils qui tape derrière pour me pousser, pour que j'aille. C'est beau, c'est beau. Est-ce que tu peux nous donner, pour qu'on se rende compte de la perfo de ces voitures, un temps moyen en ligier? La voiture qu'on a vue avant, à Spa, c'est quoi? Ça va être 2 minutes 40 2 quelque chose, non? Un peu moins que ça, non? Je ne sais pas. Je sais plus, franchement. Et la Fun Cup, on est descendu en dessous des 3 minutes. Avec les nouvelles voitures, plus légères, les nouveaux moteurs, il n'y a pas non plus une minute. 2,56. C'est ça. Il n'y a pas non plus une minute autour. Ce sont des voitures, les Fun Cup qui roulent très bien. Elles sont légères. Qui roulent très bien. Sur le circuit du Mans, les chicanes de la ligne, tu freines à combien de la chicane quand tu la vois arriver? Je veux dire, tu dois porter quand même les freins. On arrivait déjà à 200. On arrivait à 200, ouais. 206 km/h, quelque chose comme ça. On avait des rapports de boîte de vitesse un peu plus longues que d'habitude sur les autres courses. On avait une boîte spéciale pour le circuit des 24 heures. Mais alors te dire où on freinait, c'était un peu au feeling, mais c'était quand même très tard. C'était très tard, c'était 90. Quand tu disais une boîte spéciale, 5, 6, c'est ça que tu veux me dire? Alors il n'y a que 5 rapports, mais on avait changé juste les pignons. Pignon de 4 et pignon de 3, 4, 5, je crois. Il y a un autre intérêt à la Fun Cup, c'est le nombre de voitures engagées. À chaque course, il y a 60, 80, 100 voitures. À Spa, je me souviens de courses où il y avait 180 voitures. 160. Il y avait deux groupes au départ d'ailleurs. Deux départs. C'était fabuleux. Et tu trouves toujours, et c'est ce qui est bien, Jean-Pierre, tu trouves toujours quelqu'un pour te battre en fait. C'est ça qui est intéressant avec la Fun Cup. Et on est là scotché devant les écrans, on est 112e. Et pendant toute la nuit, on va se battre contre le 111e. Et c'est une victoire extraordinaire. Est-ce qu'on peut zoomer sur mon téléphone ou pas? Pour illustrer les propos de. Regardez, ça c'est un départ. C'est un départ des 25 heures de Spa en Fun Cup pour illustrer les propos de Jean-Pierre. Il y a 130 voitures au départ. Ça, c'est la nôtre, ça. C'est Olivier Pernot. Olivier Pernot au volant, tu nous avais mis P6. Il avait fait P6 au qualif, premier français. Premier, Et c'est fabuleux de vivre ça, c'est fabuleux. Là, vous voyez, il y a 130 voitures. C'est le Bronx. Je pense qu'ils disent qu'en 300 super sports, championnat du monde moto, 40 pilotes, c'est trop au départ. Et puis, hommage aux Belges, parce que les voitures sont toutes identiques. La nuit, on ne les reconnaît pas. Mais il y a plein de public dans les gradins. C'est une grande fête. Ils adorent le sport auto et j'adore aller à Spa. 130 voitures. 130 voitures au départ.
Yves. Alors, normalement, c'est une vidéo, mais je ne capte pas. Mais donc, on voit les voitures arriver, c'est assez incroyable. Tu participes au Tour Auto également. Ouais, j'ai eu la chance de faire le Tour Auto Optique 2000 4 ou 5 fois. La première année, on a été ouvreur avec papa. Ouais. On était dans une ancienne, mais on suivait Harry Vatanen, qui était les ouvreurs, et on faisait partie des ouvreurs. Ah bah voilà, on regarde une belle photo. Les ouvreurs. C'était il y a... C'était il y a 5 ans. Et on était sur une belle auto, une Lancia. C'est un monde à part, les ouvreurs. Ah oui, t'es en avance. T'es en avance. Tu mets ton réveil à 4h30 du matin. Tour Auto, il y a des voitures extraordinaires, et il y a un public de folie. On partait le matin à 6h du matin, il faisait encore nuit, il y a des milliers de gens avec des appareils photos partout, en montagne, des gens comme au Tour de France cycliste. Il y a une épreuve fabuleuse pour tous les gens qui aiment le sport auto. C'est la passion des anciennes voitures, enfin vraiment c'est ça quoi. Et alors du coup après je l'ai fait plusieurs fois en compétition. Donc ça c'est cette année dans notre catégorie on finit deuxième ou troisième derrière une Matra. Je sais pas pourquoi j'avais une Alpha. J'étais dans la même catégorie qu'une Matra incroyable. L'historique c'est un peu compliqué les règles. C'est la régularité, c'est ça? Ah non, moi je l'ai toujours fait. Alors à part quand j'étais ouvreur avec papa, mais je l'ai fait en compétition. Mais il existe aussi la régularité. La compète c'est de la vraie compète, c'est-à-dire qu'on a même ouvreur, je peux vous dire qu'il y allait dans les spéciales. Bien sûr, c'est ça qui est amusant. C'est quoi ton meilleur souvenir en sport auto, Olive? Oh, je sais pas, j'en ai plein. Franchement, c'est difficile d'en isoler un. Mais la première fois, le titre de champion de France, non? Le titre de champion de France, ça c'était dingue. Et puis évidemment la première fois que je suis monté dans la grosse voiture du Trophée Andros, parce qu'on a commencé alors, à parler. Alors on a commencé avec papa en 2005 je crois. On a été dans les petits buggy. À l'époque c'était ce qu'ils appelaient le trophée Ice Girl. Donc c'était des petits buggy à moteur de moto. Et on a commencé à être invité là-dedans avec papa. Donc on a fait quelques courses. Et puis un an plus tard, on a réussi à monter le projet. Vraiment grâce à papa, c'est clair. Je te disais tout à l'heure. Mais du coup, on s'est mis dans la grosse voiture. Et alors là, la première fois que j'ai démarré la grosse voiture, j'ai dit là, c'est quand même génial. J'ai vraiment beaucoup de chance. C'est une autre histoire. Ah ouais, non, mais donc ça fait partie des. Et depuis, tu fais partie des pilotes réguliers, des top pilotes réguliers. Et depuis, ça fait. Papa a fait 9 saisons en voiture. Ouais. Jusqu'à ce que tu te blesses. Pas en voiture, hein, j'ai battu Vatanen une fois. Ouais, tu l'as doublé. Isola 2000, il était en pole position, j'étais à côté. Je me dis, c'est super, je vais prendre une leçon de pilotage, je vais le suivre. Et au démarrage, il n'a pas démarré, je me suis retrouvé en tête. Avec lui derrière moi, je pensais que c'était lui, c'était un mec adorable. Et j'ai soigné mes cordes, etc. J'ai gagné la course d'Isola. C'était pas Vatanen, c'était un autre qui était. T'avais suivi? C'était Gilles Stevenard. Alors lui, il tapait. Si j'avais su que c'était lui, je me serais crispé, j'aurais été tout droit. C'est fou, hein. Donc j'ai battu Vatanen une fois, comme ça, parce que je pensais que c'était lui derrière moi. C'est pas lui. Trophée Andros cette année, Olive, tu roulais chez Saint-Éloque avant? Ouais, j'ai fait beaucoup de saisons chez Saint-Éloque. Cette année, je change, je vais chez M Racing, qui était mon concurrent principal dans le cadre de la LES. Donc c'est et tu remplaces un pilote bien connu. Et je remplace, entre guillemets, je récupère la voiture de Franck Lagorce, la voiture Andros, la voiture verte, qui est la voiture qui change quasiment pas de déco d'année en année, qui est la voiture Andros, quoi. Donc je suis super fier. Qui sont désormais des voitures électriques. Qu'est-ce que c'est ce genre de voiture maintenant? Alors, elles sont électriques. Elles sont complètement électriques, c'est châssis tubulaire. On a 2 moteurs de 200 kW, donc 400 kW en tout, ça fait genre 500 et quelques chevaux. Oui, ça pulse. Elles sont bridées. Oui. Pour des raisons d'économie d'énergie et puis d'usure de glace aussi, parce que si on frotte la glace, voilà. Donc elles sont un peu bridées, mais on a quand même 1600 Nm de couple. On parlait tout à l'heure de la Ford, qui en avait 600 ou 700, je sais plus. Là, on a 1500 et quelques Nm de couple, donc c'est énorme. Elles font un peu plus de 1000 kg, 1060 kg, et 4 roues motrices. 4 roues directrices. C'est quand même incroyable. Et ça attire des pilotes. T'as Julien Febvreau qui sera cette année. Donc Yvan Muller, c'est le team manager, mais il y a Yann Erlaché qui peut être double champion du monde en voiture de tourisme. Donc ça, c'est plutôt pas mal. WTCR. TCR. T'as aussi Romain Grosjean, JB Dubourg, Olivier Panis. On a vu Simon Pagenaud rouler en Andros. Bref. On a eu Jacques Villeneuve aussi. On a eu Sébastien Loeb. Romain Dumas. On a eu beaucoup.
beaucoup. Mais il y a eu une coupure quand même quand Landros s'est lancé dans l'électrique. Villeneuve, il y a une photo derrière toi, Arnaud, qui est magnifique. C'est une photo de Olivier à droite, Jacques au milieu et moi à gauche. Incroyable. C'était la semaine dernière, ça. Monaco, la semaine dernière, ouais. C'était la semaine dernière. C'était à Monaco où on avait la chance d'aller 96, je voir crois. quelques grands prix. Non, il y a eu une cassure à Landros quand ils sont passés à l'électrique quand même, parce que j'ai eu la chance de piloter une fois une électrique. Max Verstappen m'a laissé piloter. Ça a une puissance fabuleuse, c'est génial, mais pour le public, c'est dommage, ça fait pas vroom vroom. Et le public regrette encore. Il y a d'autres bruits. Il y a d'autres les bruits. contacts, Il y a d'autres bruits. les frottements, les machins. Tu lances un débat, là. Il y a un débat, c'est vrai. Je me souviens des premières voitures électriques au Stade de France, quand on roulait au Stade de France, quand les premiers buggy électriques sont entrés et où le public du Stade de France s'est mis à siffler. C'est dommage parce que Landros, avec Max, avec toute l'équipe d'Andros, a été précurseur dans ce domaine. C'est génial. Mais c'est vrai qu'on regrette, nous les anciens, quand même un peu. Désolé de lancer le débat. Non, mais t'as raison. Jean-Louis, j'ai pour conclusion, ça résume l'entrée en lice de la formule électrique telle qu'on la connaît. De toute façon. Et il y a un championnat du monde une coupe du monde de voitures de tourisme qui arrive l'année prochaine avec la FIA. Donc c'est bien, mais est-ce que le public sera encore là? Je sais pas. Ça a marché cette année, donc on va voir l'année prochaine. Et nous allons laisser la parole à Jean-Louis Moncé qui vient de la prendre pour parler Formule 1 tout de suite. Est-ce que c'était un tournant de la saison, ce Grand Prix de Mexico? Je l'ai marqué en premier, oui. Ouais. Je pense parce que 19 points, ça commence à être beaucoup. Je rappelle, c'est une deuxième place et le meilleur tour en course. Ouais. Donc ça commence à compter vraiment. Et il va falloir reconstruire ça, pour Hamilton bien entendu, tout doucement, mais sûrement, parce que sinon le titre va filer. Il ne reste plus que les Grands Prix, il n'en reste plus beaucoup maintenant. Alors on a vu des Red Bull aux essais libres qui étaient ultra dominatrices. On s'est dit, bon, il ne va pas y avoir de match cette saison. Et puis sont arrivés les essais libres 3. Oui. Où là, les cartes ont été rebattues, les Red Bull ont... Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces essais? Il y a eu un souci sur les Red Bull, c'est-à-dire qu'elles ont, il faut dire les choses comme ça, elles ont perdu des morceaux. Ça arrive parce qu'on est vers la fin de la saison. Les voitures, même si c'est des très belles voitures de course, elles commencent à être un peu usées et ils ont perdu des morceaux d'aileron. Et comme l'a dit Verstappen, il a fallu patcher. C'est-à-dire patcher, c'est-à-dire on a scotché des morceaux. Donc ça commençait à pas être vraiment formidable cette histoire-là. Ça c'est lié au fait que Mercedes avait un sursaut formidable et font 2 meilleurs tours en qualification qui les mettent devant sur la grille de départ. Et donc on s'est dit, tiens, les Red Bull prises à leur propre piège. Pas du tout, comme on a pu le voir dans la suite des événements. Parce qu'on s'est dit, bon, Mercedes nous l'a fait à l'envers comme à chaque fois. Le grand bluff avec Hamilton, Hamilton qui pleurniche à la radio. Oh là là, j'ai 6 dixièmes de retard. Oh là là, c'est beaucoup. Et bim, il nous claque la pole au qualif. C'était peut-être pas tant que ça un coup de bluff. D'accord, mais enfin pour ce qui est des dialogues radio et essayer d'influer sur tout ce qui écoute, Hamilton c'est le plus fort du monde aussi. Il n'est pas seulement champion du monde sur le circuit, il est très costaud dedans, comme tous les grands champions, qui sont des manipulateurs de Prost à Senna, par Lauda et même Stewart. Donc Hamilton, il sait ce qu'il dit. Mais ils ont mis la pression au maximal et ils ont fait ces 2 temps canons l'un et l'autre. Voilà. Après, la suite de l'aventure, c'est vraiment une autre histoire. Non, parce qu'il y a eu aussi, on le rappelle, sur le tour qualif de Verstappen, son deuxième tour lancé qui n'était pas forcément très bien parti d'ailleurs, mais qui a été saccagé par un Tsunoda qui nous a tous Tsunodé. C'est vrai. C'est le terme. Non, mais il a fait quelque chose d'ahurissant. C'est-à-dire qu'il a voulu laisser... Dans les S rapides, il a voulu laisser la voie libre aux 2 Red Bull. Pardon, je vais le dire, mais c'est imbécile. Il se range dans les S rapides. Pérez croit à une sortie de piste parce qu'il soulève un nuage de poussière. Il lève et Verstappen arrive pleine balle derrière. Il laisse le 10e dans la. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils foutent devant moi, ces guys? Mais oui, c'est ça. C'est exactement ce qu'il dit. Donc il y a eu un concours de circonstances aussi en qualif pour les. Qui n'a pas aidé les Red Bull. Les Red Bull Honda. Ouais, ça c'est vrai. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un gurney un gurney. Alors, Gurney. Julien arrête pas d'en parler. Or, c'est Dan Gurney, un très grand pilote de F1, qui a gagné des Grands Prix, dont la manie était de mettre des petites réglettes sur le bord de fuite de l'aileron. Parce qu'il estimait que ça pénalisait pas trop la traînée aérodynamique et que malgré tout, ça donnait un peu plus d'appui, de tranquillité
au train arrière de la voiture. Et donc, on appelle ça des gurneys parce que c'est lui qui a inventé ce truc-là. Et pourquoi on en a parlé au Mexique? Parce que justement, les Red Bull, on a été obligé de démonter et de remettre les gurneys, c'est-à-dire les réglettes, pour que ça soit un peu plus calme dans la voiture, le train arrière soit un peu plus calme. Voilà. C'est l'histoire de Don Gurney, elle est célèbre. Il y avait un grand amateur, deux grands amateurs de gurney, Alain Prost et Jean-Pierre Jabouille. Deux emmerdeurs, je dirais, pour le... Deux emmerdeurs par réglette. Non, mais elle fait 2 mm et demi, j'avais demandé 3 mm. C'était ça. C'est ça, les Gurney. Voilà. Il a gagné les 24 heures du Mans, Dan Gurney. C'est pas l'année où il est sur le podium, le champagne. Avec Foyt, non, mais ça, c'est une histoire formidable. Il va dire que je peux raconter des histoires. Ford arrive avec la plus grosse équipe du monde pour battre vraiment les Ferrari. Ça fait déjà 4 fois qu'ils se font rincer par les Ferrari. La plus grosse équipe du monde. Et ils disent, on va mettre un lièvre. Le lièvre, les deux pilotes les plus rapides qu'on a, Dan Gurney, vainqueur en F1, et Jay Foyt, vainqueur à Indianapolis. Vous allez, vous roulez, vous entraînez tout le monde, quand vous cassez, c'est pas grave, nous on sera derrière, on attend, etc. C'était le lièvre. Et ils sont partis, on les a plus jamais revus. Ils ont jamais cassé. Et donc, ils sont arrivés premiers. Et un jour, au 500 miles d'Indianapolis, je vais interviewer Foyt et je lui dis, mais pourquoi, AJ, vous n'avez jamais tenté la Formule 1 machin. Il me tape sur l'épaule. Alors déjà, c'est un Texan. La Formule 1. Tu as vu avec Dan Gurney, on est arrivé en France, en France. On les a rétamés, toute la Formule 1. Hop, et puis il est parti. C'est Foyt qui m'avait répondu. Voilà l'histoire de... On va revenir à ce Grand Prix de Mexico. On va reparler de la course en elle-même. Est-ce que Bottas n'est pas aussi un petit peu responsable de la bonne performance des Red Bull? Alors là, je parle à tous les pilotes que vous êtes. Lui seul le sait dans sa tête. Oui. Bottas. Sur le départ. Sur le départ. Sur le départ, c'est bizarre, c'est vrai. Sur le départ. Est-ce qu'il l'a merdé? Je vais parler comme ça. Ou est-ce qu'il se dit, après tout, j'en ai rien à foutre? Moi, je pense c'est le raisonnement de Rémi Tissier qui dit, il s'en va, etc. Qu'est-ce que je t'avais dit, Jean-Louis, il y a quelques grands prix Je pense qu'il fait exprès de donner la suite. Exprès, non, il va pas aider. Moi, je pense qu'il a été maltraité et que voilà, il va pas faciliter les choses à son coéquipier. La réalité, c'est qu'il ne s'applique pas. Parce que quand vous monopolisez la première ligne, mais on a vu Ferrari, on a vu McLaren, avec Prost et on a vu toutes ces stars coincer le départ normalement, même s'il y a une longue ligne droite derrière. Alors là, je ne sais pas ce qui est passé dans la tête des deux pilotes Mercedes. Mais oui, mais Hamilton, il n'a pas le choix. On peut quand même... Hamilton, non, mais Bottas, oui. On peut quand même l'ouvrir un peu, tu vois, à droite, c'est là qu'il l'ouvre. Je peux le défendre quand même, parce que ce pauvre Bottas, il prend déjà un départ normal, j'allais dire, pas super. Et Hamilton part très très bien, mieux que Verstappen, mais ça se joue à 3 fois rien. Et donc Bottas, s'il se met à l'extérieur, il laisse une place quand même à Verstappen au milieu. Alors là, où Hamilton aurait pu peut-être fermer, bien sûr, je suis d'accord. Un peu. Mais d'un autre côté, personne pense que Verstappen, même s'il est sur la bonne trajectoire, peut faire le freinage de l'enfer qui nous sort là. Alors c'est incroyable. Ce qui apporte un peu de l'eau au moulin de Rémi, c'est que le lendemain matin, sur les réseaux sociaux, Bottas est devant une plage, magnifique, avec un verre de bière à la main, voilà. C'est ça la vraie vie. Ah oui, d'accord. Bon, ceci posé, Arnaud, je ne peux pas, il y a des pilotes, je ne peux pas mégoter sur le freinage de Verstappen. Ah non, le freinage de Verstappen, il est incroyable. C'est-à-dire que moi, je suis les tweets d'un gars qui s'appelle F1 Whisper, qui est un ingénieur aéronautique, qui mesure les temps. Il met 25 mètres de freinage aux deux Mercedes. Ouais, au premier. 25 mètres au bout de la ligne droite de l'aspiration de dingue. Elle fait 1,2 km la ligne droite. Qui est longue. Parce qu'il arrive, il emmène plus de vitesse. Oui, bien sûr. Il a eu même limite il emmène plus de vitesse et il freine 25 mètres après les Mercedes et il reste sur la piste. Oui, absolument. Son freinage, il est parfait. Ça s'est joué à rien. J'ai déjà vu des commentaires qui disent c'est le freinage de la saison. C'est possible, c'est probable. Mais parce que franchement, Bottas, il fait quelque chose. Il est dans une position aussi qui est pas bonne. Enfin, je veux dire, à un moment, il est au centre. Donc du coup, il freine un peu plus tôt. Pauvre, il est pilote. Non, mais c'est pas ça. Pilote Formule 1 chez Mercedes. Non, mais c'est pas ça. Mais il freine plus tôt pour ne pas gêner Hamilton. Et qu'est-ce qui se passe du coup? Comme il freine plus tôt, il piège Ricardo. C'est n'importe quoi. Mais là, on a Olivier. Olivier, il sait très bien que quand il y a les deux voitures de la même équipe sur la première ligne, on peut faire plein de choses. On est d'accord. Oui, il y a plein de choses. On en parle avant le départ. Même on voit les trucs. Oui, mais après, Verstappen, il a quand même pris une avance considérable. Inspiration, oui, parce qu'il n'a pas été serré, enfin, tu vois, serré, un peu de louvoiement de la part de Bottas ou d'Hamilton. Il prend une avance considérable et il dépasse avec une Vmax
de folie, et c'est là où il freine 25 mètres plus tard. Bon, il vaut mieux je avoir dirais comme coéquipier 21 Perez mètres que plus tard. Bottas, que voilà. Ouais, c'est vrai. Et voilà. Non, j'ai une question quand même. Oui. Imaginons que Bottas se mette à gauche et qu'Hamilton se mette au centre. Est-ce que Verstappen n'aurait pas la double aspiration? Je sais pas. Il aurait pu être au centre, mais justement, c'est là où tu essayes de fermer un peu. T'es pas obligé. Non, mais- faut faire ça proprement. Je veux dire, faut pas oui, non on est plus. d'accord. On est en Formule 1, on n'est pas- Éviter de donner l'aspiration à Verstappen, ça, on est d'accord pour dire que c'était difficile, mais en tout cas, l'empêcher de faire ce freinage, il y avait peut-être quelque chose de mieux à faire. Absolument. Pour l'empêcher de se mettre. Absolument. Enfin, il avait tout Extérieur. fait. Oui, non, c'est Il vrai. fait un freinage magnifique, Trajectoire mais impeccable, il est dans tout. les bonnes conditions Voilà. pour faire ce freinage. Comment on explique que Mercedes, pendant la course, n'ait pas eu le rythme, n'ait pas pu... Ce que Jacques Villeneuve a dit, très justement, et Julien Febvre aussi, et ça c'est vrai depuis longtemps, les Mercedes sont les voitures les plus difficiles à piloter quand elles suivent. Les Mercedes elles sont faites pour être devant, si je puis dire, mais dès que ça commence à être un peu chaud dans l'aspiration, les pneus se détériorent assez rapidement, la voiture a tendance à trembler, à gigoter exactement, c'est ce que dit Hamilton, et donc c'est pas très agréable. Il a eu un mal de chien à doubler, je ne sais plus qui, d'ailleurs, il l'a suivi pendant des tours. Oui, il n'avait pas le oui, doubler. oui, il n'arrivait pas à le doubler. Non, mais voitures sont, l'aéro des voitures est faite comme ça, et on ne peut pas vraiment changer. Alors que l'aéro des Red Bull, eh bien, elle est plutôt standard pour tout ce genre de... Ce qui m'amène à parler du Grand Prix du Brésil. Dimanche prochain. Dimanche prochain. Alors, le Grand Prix du Brésil, comme je te l'ai dit, Arnaud, il faut beaucoup de puissance parce que Interlagos, c'est une très très grosse remontée qui dure plus d'1 kilomètre vers la ligne droite, des stands, vers la grille de départ, etc. Là, il faut vraiment de la puissance. Mais s'il pleut, on sait ce que Verstappen est capable de faire. Oui, il l'a déjà prouvé sous la pluie au avec Brésil. sa Red Bull. Voilà, donc on va voir. Mais je pense qu'il n'y a plus d'occasion possible à Hamilton de manquer des points là. Les Ferrari à Mexico. Alors, non, ils avaient un point de mire, c'était Gasly. Ah ouais. Et ça, il faut que vous compreniez bien qu'il y a Ferrari à Maranello et il y a l'équipe de Gasly, AlphaTauri. à Faenza, à 40 km. Donc c'est quand même, en Italie, on se réveille le matin, on dit tiens, les Faenza, ils ont battu Maranello. Maranello, c'est le Vatican de la course automobile. Donc ça joue. Ils ont tenté une première chose, et moi je suis d'accord là aussi avec Jacques, je crois que c'est Jacques Villeneuve. On comprenait pas pourquoi ils ont arrêté Leclerc si vite. Ils continuaient. Alors ils avaient dans l'idée que Gasly allait vraiment massacrer ses pneus à ce rythme-là. Ça n'est pas arrivé. Donc ils ont envoyé Sainz derrière, que Leclerc a laissé passer. Et puis finalement, dans ces cas-là, effectivement, on rend la place. Et Sainz n'est pas arrivé et il a... On a eu le fin mot de l'histoire sur cet arrêt prématuré de Leclerc, une crevaison lente, quelque chose? Non, il voulait absolument une stratégie. Il voulait couvrir... avec des pneus neufs, continuer à essayer de rejoindre... Mais il faisait des super temps au moment où il l'ont arrêté. Oui, complètement, incompréhensible. Bon, on va se régaler sur cette fin de saison, Jean-Louis. Alors, Brésil, déjà. Alors, Brésil, quelle est la météo? Ça, j'en sais rien, parce qu'on ne sait jamais. Mais juste Jean-Louis, moi je vous ai écouté religieusement. Moi je trouve que Hamilton, il s'en est pas si mal sorti que ça. Parce que si jamais Perez l'avait rattrapé, là ça aurait été catastrophique. Il a. Ah non, mais on parle pas d'un pimpin. Non, mais alors, moi je trouve qu'il s'en sort pas si mal que ça et qu'il a pris tout ce qu'il pouvait prendre. Ce que je veux te dire, c'est que 19 points, c'est ce que j'ai dit en préambule, c'est beaucoup. Sur les sports mécaniques. Tu sais, oui. Un accrochage, une casse. Et voilà, exactement. Et tu sais comme moi que quand tu accumules ça, après le retard, t'es un peu coincé. Et les grands champions, ils détestent un truc, c'est être champion du monde à la dernière course. Skyzy dans le chat qui nous dit ne pas oublier la course sprint. Oui, au Brésil. Au Brésil aussi. On aura un point de plus. Et donc, attention, oui, il y a ça aussi, et attention aux moteurs. Les moteurs, je ressors toujours pour Arnaud. Voilà, les moteurs changés, je ne l'ai pas porté cette fois-là, mais les moteurs changés. Attention aux moteurs. Tu as déjà entendu parler de Formule 1, Olivier? tu connais un petit peu? Non, mais on disait en off, tu peux pas suivre les Grands Prix parce que souvent on est sur un circuit, du coup on regarde le départ même, on met la télé, on regarde le départ. Puis après, on a un relais, un truc à gérer ou quoi aux caisses, donc là, on ne peut pas suivre une course. Ça fait 10 minutes qu'on parle chinois pour toi. Non, j'ai quand même regardé, on a parlé du départ, donc j'ai vu le départ quand même, puis après, j'ai pas trop suivi. Il y a un truc aussi étonnant au Mexique comme aux États-Unis, c'est la foule considérable qu'il y a autour du circuit. Et moi, j'ai été scotché, je suis un néophyte, donc la technique, les moteurs, etc., je regarde, j'adore la Formule 1. Mais voir ce public, c'est un bonheur immense, parce qu'en France, on n'arrête pas de nous dire le sport auto, c'est de la merde, pardon, excusez-moi.
moi. C'est vrai qu'on c'est pas vrai du tout. C'est immensément populaire dans le monde entier et il faudrait pas que la France passe à côté de ça. Messieurs, nous allons revenir. Il faut couper parce qu'on a Fabien qui vient nous parler e-sport et on va lui consacrer les dernières minutes de cette émission pour l'e-sport. Et oui, Fabien avait... Simulateur, hein. Ah oui, bah oui, je suis j'adorais rouler sur simulateur. Hein. Je lui avais enfin, si, j'ai déjà roulé en plus dessus. J'ai essayé sur Spa avec ton Audi. Et franchement, très bon le simulateur, il y a quand même pas mal de sensations. Alors il y a eu un gros événement ces derniers jours, ces dernières semaines, derniers jours, avec une hype incroyable autour d'un jeu qui était formidablement attendu et qui apparemment tient toutes ses promesses. Exactement. Alors je pourrais venir ici pour parler des F1 eSport. Alors juste, 30 secondes juste pour dire que Red Bull ont gagné les 3 courses et que ça va être une fin de saison incroyable avec une égalité parfaite entre Red Bull et Mercedes. Mais là aujourd'hui on revient sur l'actualité qui est incroyable. Un jeu de voiture fait la hype dans le monde du jeu vidéo. C'est extraordinaire. Comment vous dire? Il est magnifique. Forza Horizon 5. Et les scores qu'il fait actuellement, on est à 4,5 millions de jeux actuellement vendus. Enfin, c'est le plus gros lancement de Xbox qui n'est jamais arrivé. Le jeu est magnifique, il y a une grosse hype. Beaucoup de gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo. Il faut savoir que le monde du jeu vidéo était devenu, le monde du jeu de voiture était devenu un peu ciblé. Et là, on est sur beaucoup de gens jouent à ce jeu alors qu'ils n'y jouaient pas du tout avant. Et franchement, il est extraordinaire, on peut faire plein de choses. C'est-à-dire qu'on élargit à un plus grand public Ah oui, là par contre, moi qui jouais beaucoup au 4, qui jouais beaucoup aux versions d'avant, donc on parle de Forza Horizon 5, on rappelle, le 4 était génial, mais là le 5, il a apporté toute une profondeur qu'il n'y avait pas avant, une map encore plus grande, on est passé à 100 km² de route roulable. C'est génial. Quelles sont les plateformes du jeu? Alors c'est juste Xbox et PC, donc c'est une exclue faite par Microsoft. Et je sais pas si t'as pu mettre un peu la main dessus, toi, sur ce jeu? Non. Est-ce qu'il t'intéresse, ça aussi? Ah bah, il m'intéresse, oui, je suis curieux. Je suis surtout curieux de voir. Alors, moi, je t'avoue que je suis passionné de pilotage. Et il y a le côté un petit peu, on se promène sur une map qui me... Voilà, mais je ne demande qu'à découvrir. Ça. Alors, c'est un jeu qui se joue beaucoup à la manette. Donc, en fait, c'est vraiment le jeu qui vous permet de... Voilà, vous avez fait une bonne journée de travail ou vous avez envie de rentrer chez vous, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête parce que sortir le volant, on le sait, hein, s'installer dans le baquet, sortir le volant, c'est toujours un peu compliqué. Là, on prend juste une manette, on peut jouer devant l'écran. On a toutes les sensations du pilotage tout en restant un peu tranquille et à jouer dans le canapé. On peut faire plein de choses, on peut décorer des voitures. Moi, j'ai commencé à décorer des voitures sur ce genre de jeu. Puisque Fabien est designer et de voitures et de casques. Voilà, ce genre de choses. Et on peut faire des photos. Il y a des super photos, si vous allez sur Twitter, sur Insta. Déjà, il y a déjà des photos, on dirait le monde réel. Là, je vous montre un peu vite fait comment on fait quelques photos. Voilà, en quelques secondes, on peut vraiment se faire plaisir. Et voilà, le but du jeu, c'est de se balader tranquillement dans la map qui fait 100 km², donc c'est vraiment un terrain de jeu extraordinaire. Et on fait beaucoup de courses, et quand on fait de la course en ligne, c'est vraiment intéressant. Moi, je connais quelques potes, donc Donald qui roule beaucoup. On a Reza aussi qui est sur le stream, qui roule beaucoup. On roule beaucoup ensemble. Et on s'éclate, on fait des courses. C'est extraordinaire, ce jeu. Est-ce qu'un vrai pilote pilote mieux qu'un joueur qui ne sait pas faire de pilotage? Alors, un vrai pilote, alors ça dépend vraiment. Généralement, les vrais pilotes vont avoir un petit côté, vont avoir du mal à se mettre dans un simulateur ou dans un jeu de voiture. Je dis ça pour Arnaud, hein, Bien sûr. s'y mettre. Mais Arnaud le sait très bien. En fait, un vrai pilote conduit avec les fesses. On le dit souvent, mais c'est ce qui manque dans la simu. C'est qu'on n'a pas le ressenti du train arrière. C'est ce qui manque le plus dans la simulateur. Et c'est pour ça que j'adorais rouler sur ce genre de jeu sur ton simulateur, hein, pour info. Et invite-le. Le message est passé. Le message est passé. Mais cela dit, c'est très intéressant parce que j'ai vraiment là aujourd'hui compris, Olivier, quand tu as montré l'intérêt qu'il peut y avoir, le lien vraiment entre essayer d'abord en sim racing avant d'être pilote. Là, c'était vraiment très très clair, même pour des néophytes. Bon, en tout cas, ça donne envie. Moi, je vous invite tous à aller dessus. Mais je sais que Racing Stream veut m'offrir la nouvelle Xbox avec le jeu, pour que je puisse en parler dans l'émission. C'est du professionnalisme, hein, c'est rien d'autre que ça. Ouais, bon, il fait partie du Game Pass, donc il est gratuit pour tous ceux qui ont le Game Pass. Et il est sur Steam et il est sur Xbox. Bon, bref, surtout, il a été optimisé par rapport au précédent opus,
Et donc, si vous faites tourner déjà bien le précédent, il tournera encore mieux. Donc, il est génial. Et voilà, c'est une bonne expertise. On est content de retrouver beaucoup plus de monde sur les jeux de voiture. Ça va nous permettre en plus d'avoir plus de monde à nous voir ici sur Racing Stream. Merci messieurs, c'était... Ben oui, c'est déjà fini. On va pas oublier quelque chose. 1h30. Non, de quoi? Tu es en replay maintenant. Bah oui. Ah oui, nous sommes en replay sur la chaîne YouTube de Racing Stream. RS Moteur Style, c'est ça, hein, dans l'oreillette. Est-ce que... Hein? Moteur quoi? TV. Moteur TV. Et même moi j'ai trouvé. Alors, même moi j'ai trouvé. RS Moteur TV, je suis nul. Je suis nul. En tout cas, nous sommes en replay sur YouTube. C'est la bonne nouvelle, messieurs. Merci beaucoup. Famille Pernaut, père et fils, merci d'avoir été là, de votre partage de passion et d'expérience. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve dans 15 jours sur le stream avec Rémi Tissier, Jean-Louis Moncé, Fabien Henquet, Donald Regnoux et moi-même. Je vous embrasse. Très bonne fin de journée. Et il y aura un invité moto. Et il y aura un invité moto